Bonjour à tous. 4 ans après le déclenchement d'une guerre fratricide ayant fait plus de 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, l'enlisement de la crise anglophone et l'impact humanitaire de ce conflit armé ont poussé les États-Unis d'Amérique à durcir le ton, selon le journal Mutation. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait savoir que les restrictions de visa sont imposées à tous ceux qui sont responsables des violences, des crimes, des attaques contre des écoles et des violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. À la suite de cette annonce des sanctions, la Nouvelle Expression affirme que Yaoundé panique. Ce journal y voit une nouvelle presse afin qu'elle participe de manière constructive à la résolution de la crise. Ces sanctions américaines interviennent dans un contexte où aucun progrès n'a été accompli pour poursuivre le dialogue politique engagé en vue de parvenir à une solution durable à la situation troublée dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le constat que dresse le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Selon Luceni Fall, il n'y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans les deux régions du Cameroun. Dès lors, quels sont les enjeux et les implications des sanctions américaines à l'encontre des responsables des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest? Les autorités camerounaises, sous la pression internationale, peuvent-elles donner la priorité au dialogue inclusif et tendre la main aux membres de la diaspora camerounaise? La nomination des médiateurs publics pour le nord-ouest et le sud-ouest est-elle une réponse est-elle une réponse politique aux inquiétudes de la communauté internationale? À cette grave crise s'ajoutent de nouvelles révélations d'un scandale financier décrié dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Selon le site Investir au Cameroun, l'entreprise Mediline Medical Cameroun a viré en octobre 2020, depuis son compte bancaire logé au Cameroun, 5 milliards de francs CFA dans le compte de la société Moda Holding à Hong Kong, une société appartenant à Mohamedou Dabo, également actionnaire de Mediline Cameroun, selon la Chambre des comptes. Le site d'information révèle que la BEAC a refusé au moins 3 fois qu'un nouveau transfert soit effectué dans les mêmes conditions. L'intervention du ministre de la Santé n'a rien changé. Selon le site Investi au Cameroun, le veto de la BEAC repose sur le non-respect de la réglementation d'échange et des soupçons d'évasion des capitaux. Le journal Mutation, quant à lui, fait savoir que le ministre de l'Enseignement supérieur a été cuisiné sur la gestion de 6 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. 7 enquêteurs du TCS l'ont auditionné à son cabinet. Selon le chargé de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur, aucun fonds Covid n'a été transféré jusqu'ici à leur département ministériel. Pourquoi y a-t-il autant de zones d'ombre dans ce scandale financier? Notons que l'ordonnance portant modification de la loi des finances a fixé le plafond du compte spécial pour lutter contre la pandémie de coronavirus à près de 200 milliards de francs CFA et le timbre du passeport est passé de 75 000 à 110 000 francs CFA. La police, elle, vante les mérites d'un passeport biométrique plus sécurisé. Mais que valent ces réformes? Comment expliquer le coût jugé élevé sur le continent africain du prix du passeport? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Emmanuel Pensy, avocat au barreau du Cameroun, militant du RDPC, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce dimanche. Maître Emmanuel Pensy, bonjour. Bonjour Cédric Mouffelet et bonjour aux millions de téléspectateurs de votre chaîne. Merci d'être avec nous sur le plateau de droit de réponse. Juste en face de vous, ce dimanche, il est le secrétaire national en charge des questions des droits de l'homme au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Désiré Sikati. Maître Désiré Sikati, bonjour. Bonjour Monsieur Nouffelé, bonjour également à tous ceux qui nous regardent depuis leur petit écran. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez
pour témoigner ma solidarité ainsi que ma sympathie à tous les camarades politiques du MRC qui sont détenus, captifs, depuis le 22 septembre 2020 par le régime de Yaoundé pour des manifestations politiques. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire bonjour à Ahmed Pensi spécialement. Ça fait pratiquement peut-être 2 ans que j'étais sur le même plateau que lui. C'est toujours bien les retrouvailles et je souhaite une bonne émission à tout le monde. Sur le plateau de Droit de Réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, je salue tous les copanélistes ici présents. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je salue tout particulièrement nos compatriotes de Ngandéré, de Garoua et de Maroua, qui suivent avec beaucoup d'attention l'émission Droit de Réponse. Sur Droit de Réponse ce dimanche, le 4e panéliste est un analyste politique. Il est parti de Yaoundé pour participer à ce programme ici à Douala, Aristide Mono. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs de Droit de Réponse. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve le plateau après quelques semaines d'hibernation. Je pense que il fallait un peu prendre quelques jours, quelques semaines pour procéder à une certaine introspection et revoir quelles sont les propositions que nous devons mettre à l'attention du public qui nous suit au quotidien en termes de politisation, d'inculcation de la culture politique, parce qu'on ne saurait bâtir une nation démocratique si on n'a pas de démocrates, et cela passe forcément par la socialisation politique. Merci pour cet honneur, Cédric. Merci d'être avec nous ce dimanche. D'entrée de jeu avec vous, Edmond Kamga, cette actualité internationale ayant des répercussions sur le Cameroun. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce des restrictions de visa pour tous ceux qui sapent la paix au Cameroun. Je reprends les propos utilisés par le département d'État américain pour matérialiser cette politique de restriction des visas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, politique de restriction des visas à l'encontre des responsables des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest? Edmond Kamga. Ce qu'a dit le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État de la nouvelle administration Biden, ne nous surprend guère. En réalité, c'est une mesure qui était attendue depuis fort longtemps, mais que pour diverses raisons, les États-Unis n'ont pas voulu appliquer immédiatement. Ils ont cherché, entre-temps, depuis l'entrée en fonction de Joe Biden et son équipe, ils ont cherché à comprendre ce qui se passe. Ils ont, à travers leurs interlocuteurs sur le terrain, je veux dire la mission diplomatique du Cameroun, des États-Unis au Cameroun, mais également à travers leurs partenaires du Conseil de sécurité, notamment la France, qui suit de près la situation qui prévaut au Cameroun depuis le début de la crise anglophone. Les Américains ont voulu en savoir plus avant de passer à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce que ça signifie, cette politique de restriction de visa? C'est une mesure technique, c'est une mesure diplomatique qui voudrait que un pays, et dans le cas d'espèce c'est Washington, décide de restreindre les visas à une catégorie de personnalités qui sont concernées par le problème de guerre au Cameroun. En réalité, ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui sapent la paix, d'après les termes utilisés. En réalité, il veut dire que ceux qui ne favorisent pas le retour à la paix au Cameroun, notamment dans la crise ou la guerre depuis 2017, qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, sont interpellés. Et ces personnalités se retrouvent aussi bien au sein du gouvernement actuel du Cameroun qu'au sein des groupes armés, des séparatistes, parmi lesquels des leaders ou des groupes armés qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand les États-Unis en arrivent à vouloir prendre une telle décision, cela signifie également qu'ils ont déjà répertorié, ils ont déjà une liste de personnalités sur lesquelles pèsent des charges pour lesquelles ils vont commencer
par le début. Parce que ce n'est que le début d'un processus. Quand on commence par la restriction des visas, c'est-à-dire on ne va plus délivrer des visas à ces personnalités ciblées du gouvernement comme des groupes armés. On ne va plus délivrer des visas à leurs proches, c'est-à-dire des membres de leur famille également. Et après cette étape de restriction de visas, il y a d'autres étapes qui vont suivre, parmi lesquelles le gel des biens et d'autres mesures sur lesquelles je ne voudrais pas anticiper ici. Cela montre enfin que les Américains sont déterminés dans leur volonté de faire en sorte que les deux camps, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie séparatiste, poursuivent de manière régulière et permanente les contacts qui avaient commencé le 2 juillet de l'année dernière. Les contacts avaient commencé entre la partie gouvernementale et les leaders sécessionnistes, parmi lesquels Ayoub Sékou Tabé. On n'a pas compris pourquoi depuis près d'un an, il n'y a pas eu la poursuite des discussions entre les deux camps. Cette mesure interpelle également les deux camps dans la volonté des acteurs directs que je viens de citer de se retrouver pour parvenir à un cessez-le-feu. Et pour parvenir à un cessez-le-feu, il faut naturellement, ce qu'a dit dans ce même contexte le représentant du secrétaire général de l'ONU, Lousseni Fall, dans la région d'Afrique centrale, un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui intègre les acteurs qui n'avaient pas été pris en compte au grand dialogue national d'octobre 2019. Il faudra tenir compte de cela, des acteurs qui n'ont pas pris part, y compris la diaspora. Et éventuellement, dans les mesures de sécurité possibles, des acteurs politiques, de la séparatiste, ou alors des acteurs des groupes armés. Voilà la première signification d'une telle mesure. Après vous, Edmond Kambia, Maître Désiré Sikati, lorsque un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en vient à prendre des sanctions à l'encontre des autorités camerounaises, des leaders des groupes armés séparatistes, pour l'aggravation de la crise et des violations des droits de l'homme, comment vous réagissez? Ben, déjà, je pense qu'il faut reconnaître que les États-Unis sont restés fidèles aux sanctions qu'ils ont souvent prises dans le cadre de leur politique étrangère, parce que la décision qui a été prise concernant le Cameroun n'est pas un cas unique. Actuellement, les États-Unis ont prononcé des sanctions, par exemple, contre la junte militaire qui est au pouvoir en Birmanie. Même la Russie qui a envahi la Crimée a fait l'objet des sanctions américaines. Je peux en citer comme ça toute une litanie. Donc, ce qui veut dire que le Cameroun n'est pas un cas à part. Il s'agit en fait du maintien de la logique américaine en ce qui concerne des sanctions contre des personnes qui ne respectent pas soit les droits de l'homme ou bien qui privilégient l'action armée au règlement pacifique des conflits. Et il faut quand même se rappeler que depuis le grand dialogue national, les objections des États-Unis avaient déjà été formulées par l'intermédiaire de leur représentant d'Afrique centrale, François Lousseni Fall, qui avait clairement estimé que la guerre n'était pas le meilleur moyen de régler la crise anglophone au Cameroun. Et dans la foulée, on a quand même vu que des grandes organisations telles que l'ONU et même l'Union africaine, l'Union européenne, le Parlement européen, à certaines occasions, certaines chambres du Congrès américain ont toujours dit que la seule façon de régler cette crise était pacifique. Mais ce qui pose problème, c'est que on constate quand même que le régime de Yaoundé, à un certain moment, chaque fois que le Conseil de sécurité a donné l'impression de vouloir se saisir du dossier camerounais, du dossier de la crise anglophone, le régime de Yaoundé a fait comme si il était en train d'engager un certain dialogue. Et on a bien vu que le grand dialogue national qui avait été organisé en septembre 2019, à la fin du mois de septembre 2019, était comme une sorte d'esbrouf, parce que quelques temps avant, je pense un mois avant, bon, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était possible que le Conseil de sécurité de l'ONU soit saisi du dossier anglophone. Donc, dans la foulée, on a vu que le grand dialogue national avait été organisé, mais nous savons tous sur ce plateau, si nous voulons être de bonne foi, que ce grand dialogue national était tous un véritable dialogue, parce que c'était du bluff, vu que les représentants de la communauté anglophone, tout le monde sait qu'ils avaient été choisis, triés sur le volet par le régime de Yaoundé. Même les résolutions qui ont été prises
et qui, au sortir du grand dialogue national, avait été présenté comme une sorte de trophée sur la base duquel la crise, ou bien la communauté anglophone et le pouvoir de Yaoundé allaient repartir de nouveau. On a bien vu que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'impact sur le terrain de la guerre. Je vais tout simplement dire que les résolutions du grand dialogue national en ce qui concerne la crise anglophone n'ont pas été accueillies favorablement par la majorité des anglophones qui visiblement ne se retrouvent pas. Le cardinal Christian Toumi, feu cardinal Christian Toumi, avant son décès, disait bien que pendant longtemps, la majorité des anglophones était au moins pour le fédéralisme. Voilà, était au moins pour le fédéralisme. Il y en avait aussi un certain nombre important qui voulait l'indépendance. Mais aujourd'hui, on constate quand même que, bon, malheureusement, tout le tralala ou bien toute la publicité qui est faite autour des résolutions du grand dialogue national, notamment la création d'un statut spécial pour les deux régions anglophones, on voit bien que sur le terrain de la guerre, ça ne change rien du tout, parce que malheureusement, les groupes séparatistes armés ont, au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent plus opérationnels dans des stratégies militaires qu'ils n'avaient pas auparavant. On voit par exemple qu'aujourd'hui, ils sont capables d'utiliser des explosifs, ils sont capables de fabriquer des mines antipersonnelles qu'ils utilisent pour détruire les chars de l'armée. Ça, ce n'était pas des techniques de combat qu'ils avaient auparavant. Donc, si aujourd'hui on en est arrivé là, ça veut dire que forcément la guerre qui a été déclarée par le président Paul Biya lors d'un retour d'un séjour en Côte d'Ivoire à l'aéroport de Simalet, la guerre n'a rien donné. Il faut donc réviser la position du Cameroun, la position du gouvernement. Mais là où je suis quand même inquiet, c'est qu'on a bien vu que même après le grand dialogue national, lorsque le régime de Yaoundé, du moins le Premier ministre, avait annoncé que le gouvernement allait ouvrir un dialogue avec les groupes séparatistes ou bien la communauté anglophone, on a quand même vu que même au sein du gouvernement, il y avait des réticences qui consistaient à dire qu'il n'y a pas de dialogue possible avec les groupes séparatistes. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est que le grand dialogue national s'est tenu. Les groupes séparatistes armés qui sont en fait les bras séculiers de l'action armée, des groupes opérationnels qui sont sur le terrain dans le NOZO, ces gens-là n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé au grand dialogue national. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a des résolutions dont ils ne se sentent pas concernés. Donc, je disais que les gens sont restés cohérents avec eux-mêmes, parce qu'il y a de cela, dès le début de la guerre, je pense que les Américains ont toujours dit que seul un dialogue est susceptible de régler la crise anglophone. Et il n'y a pas que les Américains qui l'ont dit. D'ailleurs, à un certain moment, on a eu un groupe d'anciens chefs d'État africains qui avaient proposé leurs bons offices au régime de Yaoundé. On a eu la CIS également qui a voulu jouer les médiateurs entre le régime de Yaoundé et les groupes séparatistes. Mais à chaque fois, on a quand même eu l'impression qu'au sein du régime, il y avait quand même une caste des jusqu'au-boutistes de la guerre qui parvenaient toujours à imposer leur point de vue. Bon, aujourd'hui, je pense quand même que ce qui arrive avec l'ascension américaine, Edmond l'a dit tout à l'heure, c'est un process qui va partir certainement de la restriction des visas s'il n'y a pas une révision dans la position des acteurs qui sont des belligérants au conflit armé. Ce qui est certain, c'est qu'on va passer à l'étape supérieure. Il y aura certainement des gels des avoirs. Et il n'est pas exclu que demain, eh bien, les juridictions pénales internationales puissent être saisies, parce que nous savons tous qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont commis de part et d'autre par les entités qui sont parties à cette guerre. Alors, après vous, Maître Emmanuel Pincy, l'ONU déclare qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déclaration faite après 4 ans de conflit armé dans cette partie du Cameroun. Une déclaration qui intervient au moment où les États-Unis, de leur côté, imposent des sanctions à travers ces restrictions de visa. Comment analysez-vous le ton de la communauté internationale face au Cameroun engagé dans ce conflit, dans cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, je voudrais quand même apporter une petite différence de point de vue avec ce que vient de dire mon confrère Sikati. Moi, j'ai assisté le premier jour du grand dialogue national. Il y a eu même un général, c'est-à-dire un chef de guerre qui s'est présenté, ainsi que plusieurs personnes qui sont des personnes qui étaient des belligérants, qui se sont présentés au palais des congrès pour discuter avec le gouvernement. Je voudrais également ajouter que tout le monde était invité, et même le MRC. Et je voudrais ajouter qu'il existait également une plateforme pour que tous les Camerounais puissent donner leur point de vue sur ce sujet-là. Bon, le MRC a refusé de participer.
d'autres partis politiques qui ont participé. Ce que je voudrais dire, c'est que moi-même, je regrette qu'on en soit là aujourd'hui. Parce que force est de constater que sur une affaire qui est partie, sur une revendication, j'ai dit catégorielle, corporatiste des avocats, on en arrive aujourd'hui à une situation qui fait des centaines et des milliers de morts. Alors cette situation est déplorable et je crois que le gouvernement effectivement a eu à son sein des ventes en guerre. Il y a eu des ventes en guerre. Je crois que la guerre, lorsqu'elle existe, fait des heureux parce que vous allez voir qu'un stylo bille qui coûte 125 francs va se retrouver à 1000 francs. Donc il y a quelques personnes qui sont favorables à ce qu'il y ait la guerre. Mais au fond, et je crois que le président de la République l'a vu, lui-même est pour que la guerre s'arrête. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à ce que les États-Unis viennent de faire, les États-Unis ont raison j'allais dire, de donner des avertissements, parce que pour l'instant, on n'est pas encore rentré au niveau des sanctions concrètes, au niveau de cet avertissement. Mais la première chose que moi j'aurais souhaité des États-Unis, c'est que toutes ces personnes qui sont aux États-Unis et qui financent la guerre, et qui sont connues, parce que l'argent vient de l'extérieur, l'argent ne vient pas à l'intérieur du Cameroun, l'argent vient de l'extérieur, ces personnes-là fassent l'objet de poursuites, de sanctions, voire d'expulsions. Et ça n'existe pas encore. Donc il faudrait, à la source déjà, des financements du terrorisme, que cela puisse se faire à travers les États-Unis. Je voudrais ajouter par ailleurs que les États-Unis ont ce qu'on appelle des grandes oreilles. Contrairement à ce qui est dit actuellement sur le plateau, les États-Unis sont au courant depuis toujours. Tout le monde sait qu'ils sont capables d'espionner tout le monde. Rien que sur les derniers événements de ces jours-ci, tout le monde sait, par exemple, qu'ils ont infiltré la main dans le monde à travers leur portable et ont arrêté un certain nombre de mafiosos au niveau... En collaboration avec l'Australie et d'autres pays. Avec l'Australie et d'autres pays. De même, on a vu qu'en Allemagne, l'Allemagne était exposée, même la France, à travers les grandes oreilles des États-Unis pour savoir ce qui se passe. Tous ceux qui ont des portables doivent savoir que si vous prononcez un certain nombre de mots, déjà aux États-Unis, ce mot-là enclenche tout simplement des recherches à votre niveau. Donc, tout ce qui se passe là, ne pensez pas qu'ils ignorent ce qui se passe. Tout ce qui se passe là est connu du monde entier par ces personnes qui ont ce qu'on appelle des grandes oreilles. Les services spéciaux ont un rôle déterminant, même au Cameroun, sur la grève du Nozo. Mais on se rend compte actuellement, et vous, moi j'ai quelques personnes que je connais au niveau des grands services, qui savent que ces services sont sevrés de moyens. Et il faudrait qu'ils les aient. Par ailleurs, je constate que, et comme tout le monde, que le Premier ministre actuel, c'est le fruit de cette affaire-là. Parce que lorsqu'il y a eu la guerre au niveau de Nozo, le président a changé le Premier ministre et a mis un fils du Sud-Ouest. Il a mis un fils du Sud-Ouest comme Premier ministre et que le Premier ministre a des moyens et d'ailleurs est parti avec l'arbre de la paix pour y aller, pour qu'on trouve une solution. Cette solution, à mon avis, n'est pas facile. C'est-à-dire, le gouvernement voudrait bien que ça passe. Il y a l'impression qu'on arrive à une situation où ceux qui sont là n'arrivent pas à trouver des voies et moyens. Mais comment expliquer cela? Parce que les Nations Unies estiment qu'il n'y a pas de progrès dans le dialogue politique engagé en vue de trouver une solution pacifique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cela signifie qu'il y a un statu quo. Comment expliquer que l'on laisse des Camerounais mourir chaque jour du fait des incursions des groupes armés séparatistes, du fait des affrontements armés entre les forces de sécurité et de défense et ces groupes armés séparatistes, des populations prises entre deux feux, ça fait déjà 4 ans. Comment expliquer qu'on ne trouve pas une solution politique à cette crise? Il faut changer de logiciel. Lorsque les personnes n'arrivent pas à régler un problème, il faut changer. Le problème, c'est que il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une révolution au niveau des mentalités. Parce que ceux qui étaient pour la guerre, et qui étaient nombreux, ont échoué puisque la guerre continue. Et la guerre a coûté des centaines de milliards au Cameroun. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Cet argent-là aurait pu servir, notamment, parce qu'il faudrait commencer par le commencement, la Silicon Valley, qui au niveau du sud-ouest, actuellement n'existe plus. Or, elle aurait été un avantage certain. Moi, je vois
l'affaire in concreto. Ceux qui sont en charge de ces problèmes, en général, je dis qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution parce que dans leur mentalité, ils sont toujours fixés vers le but de la guerre, en estimant que les forces armées sont plus puissantes que les groupes armés. On s'est rendu compte, et vous l'avez souligné tout à l'heure, que ces personnes-là, actuellement, financées par de l'extérieur, arrivent tout simplement à avoir des mines au niveau des territoires camerounais, et que tous les jours, il y a également des morts au niveau des militaires. Ce que je voudrais quand même qu'on apporte comme restrictif, c'est qu'un État quelconque, quel qu'il soit, dans le monde entier, ne peut pas laisser à l'intérieur de son territoire qu'il y ait des groupes armés qui tuent et qui assassinent. Et ça, à ce moment-là, l'armée ne peut pas baisser les bras. Donc, c'est sur ça que le problème doit se poser. Moi, j'ai vu, par exemple, la fille d'un ami qui était directrice de l'hôpital de Kumba. On a failli l'assassiner. Alors qu'on a brûlé les hôpitaux, on a brûlé les écoles. Donc, le gouvernement doit avoir une riposte. Moi, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire, la solution, à mon avis, c'était de réunir tout le monde autour de la table. Mais quand autour de la table, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Ayoub Tabé a d'abord fait l'objet de discussions avec l'État. Au début, il y a eu des discussions, au début, qui ont échoué. Il y a eu des discussions après qui ont échoué. Il y a eu des discussions avec mon jeune ami, l'avocat, qui a commencé à faire la grève à Congo Bala, qui est quelqu'un qui est de modéré et qu'il fallait écouter. Bon, on a vu également, et je crois quand même qu'il faut voir ce qui est en train de se passer encore ces jours-ci. Monsieur, je crois, Georges Ouane, qui vient d'être nommé comme conseiller à la présidence, qui est un journaliste, qui était directeur à la CRTV Radio, celui qui était qui animait les débats, le modérateur au niveau du Grand Dialogue, a été nommé conseiller technique du président. C'est une amorce. On a également vu qu'au niveau, comme conseiller technique, vous avez monsieur Awala Oudougué, qui était procureur général à Douala, et après avocat général, premier avocat général à la Cour suprême, un magistrat intègre, compétent, humble et sérieux, qui vient d'être nommé conseiller à la présidence, conseiller technique, ce qui voudrait dire qu'on va apporter un accent qui va être beaucoup plus juridique, beaucoup plus peut-être consensuel, pour faire en sorte que ce dialogue doit continuer. Je crois que il faudrait que ça se fasse. Moi je vous dis une seule chose, je suis pour que le dialogue puisse exister et puisse prendre corps. Justement. Mais sur ce point-là, tout le monde doit faire des pas en avant. Ceux qui sont les jusqu'au-boutistes de les dégage. Après vous, Maître Emmanuel Pincé, Aristide Monod, des jusqu'au-boutistes, des va-t-en-guerre qui ont pris en otage la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, cela justifie ce durcissement de ton de la part des États-Unis, de la part de l'ONU concernant la situation au Cameroun? Comment entrevoyez-vous les implications de ces positions des États-Unis et de l'ONU? Avant de rentrer dans des implications, je pense qu'il est important de revenir un peu sur le texte ou alors le propos des États-Unis, un propos qui a connu quand même des améliorations, des avancées en termes de resserrement de la position américaine sur la gestion de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Première chose à retenir, c'est que les Américains sont dans une posture unilatérale, ce qui trahit l'échec du multilatéralisme dans la gestion de cette crise, c'est-à-dire qu'une résolution consensuelle, peut-être de l'ONU ou une résolution consensuelle du Conseil de sécurité et des États-Unis semble aujourd'hui débordés en fait par le mutisme des autres membres du Conseil, foncent solitairement pour essayer d'apporter leur part de soutien à la résolution de cette crise. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui l'échec d'une solution multilatérale? C'est tout simplement parce que de l'autre côté, on a une France, la France de M. Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout engagée dans la perspective d'une résolution pacifique de la crise, dont la France a une position purement guerrière, et elle joue aujourd'hui un rôle fondamental dans l'enlisement de la situation dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République
n'est pas aussi, ne bénéficie pas d'une large marge de manœuvre par rapport à la résolution de cette crise. On sait bel et bien que, quels que soient les niveaux de revendication de l'autonomie des pays, des ex-colonies françaises, on reste quand même sous le joug de la France, sous le joug mais cette France, Aristide Monod, dans ses discours officiels, Emmanuel Macron a plusieurs fois indiqué au chef de l'État, Paul Biya, que la solution est politique pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une position hypocrite, c'est une position hypocrite. La France est dans une position guerrière, sinon elle aurait tout simplement invalidé le grand dialogue qui avait été organisé du fait que il n'y avait pas assez de représentativité côté sécessionniste. Les démarches n'avaient pas été engagées parce que lorsqu'on a des discussions de ce niveau et on rencontre préalablement les différents acteurs, les différents belligérants, avant donc de chercher à modeler de manière définitive la configuration des assises. Or, ça a été une approche quasiment monopolistique, c'est-à-dire que Yaoundé n'a pas voulu partager l'initiative que ses ennemis ou ses adversaires. Donc les choix, le casting des différents participants a été fait de manière monopolistique. Le choix des thématiques, l'ordre du jour, ça a été défini de manière monopolistique par l'ordre de Yaoundé. Donc il faut d'abord voir la chose dans ce débordement des Américains par cette difficulté à avoir une solution multilatérale. Deuxième dimension de la chose, les États-Unis restent dans la continuité, dans le renforcement de leur position d'antan, c'est-à-dire que la solution à la crise anglophone ne peut que passer par un grand dialogue, par une solution non militaire, et les États-Unis, dont Washington aujourd'hui, maintient en fait sa position et essaye de durcir le ton. Dans ce durcissement, on voit en fait une cible particulière, parce qu'au-delà des usages diplomatiques, du langage diplomatique, il faut dire cela aux Camerounais. Les États-Unis s'adressent directement au gouvernement camerounais dans cette histoire. La preuve en est que nulle part les États-Unis ne marquent pas leur soutien au gouvernement, ils parlent plutôt du peuple camerounais. Et pourtant, si on était vraiment dans une position d'amitié normale, les États-Unis auraient commencé par témoigner en fait leur soutien à l'ordre de Yaoundé. Et là, les États-Unis se décident de ne pas le faire. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, si il y a un problème de dialogue, s'il y a un problème de résolution pacifique de cette crise du point de vue des Américains, c'est forcément le gouvernement, et ce n'est pas la première fois que les Américains utilisent un ton un peu martial vis-à-vis de Yaoundé. On a eu les propos de Nagui, de l'ambassadeur Balerin, qui sont des propos, ma foi, qui, ma foi, viennent conforter ce qui est dit aujourd'hui par les États-Unis. Maintenant, au niveau des implications, je pense que ça serait un peu très difficile, parce que déjà, ce n'est pas la première fois qu'il y a un durcissement de ton. Certes, vrai, on est monté un peu à une autre vitesse, mais ce n'est pas la première fois. Et entre-temps, les positions n'ont pas bougé, ce qui prouve tout simplement que Yaoundé a un dos très cuirassé. Yaoundé essaye en fait de s'en sortir depuis le déclenchement de cette crise face aux pressions internationales. Et le gouvernement reste pratiquement serein, indifférent, comme des ambulanciers dans leur cynisme légendaire, tel des morguiers. Donc il n'y a pas en fait un certain espoir vraiment à nourrir suite à cette autre pression des Américains, si on tient compte en fait de ce dos cuirassé du gouvernement depuis le déclenchement de cette crise. Cependant, il faut le noter, comme le disait tout à l'heure Maître Sikati, qu'il y a un renforcement de capacités côté ennemi, donc c'est-à-dire du côté des sécessionnistes. Il y a des savoirs qui sont de plus en plus sophistiqués, il y a la logistique qui est de plus en plus sophistiquée. Donc il est de l'intérêt en fait de l'État de changer de logiciel, de passer à un autre format, parce que au regard de toutes les indications que nous avons personnellement récolté sur le terrain, il est clair que
le Cameroun aura du mal vraiment à venir à bout des sécessionnistes à travers les armes. Donc je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une pression, mais cette pression-là, ma foi, doit encore se doter d'une autre dose pour faire fléchir les positions de Yaoundé. Et aussi de l'autre côté, si on reste toujours dans cette position de sérénité d'ambulancier ou alors de cynisme de morguier, forcément, on va se retrouver avec des morts qui vont s'accumuler davantage. Pourtant, la nouvelle expression Edmond Kambia a déclaré que Yaoundé panique à la suite de cette imposition de nouvelles sanctions diplomatiques américaines. Officiellement, la situation est maîtrisée dans le nord-ouest et le sud-ouest, là où l'armée a pris position dans plusieurs localités, mais la communauté internationale note une recrudescence des violations des droits de l'homme, des exécutions extrajudiciaires, des attaques ciblées contre des civils, des soldats qui tombent sur le champ d'honneur. Pourquoi vous estimez que Yaoundé panique à la suite de cette sortie américaine? Yaoundé panique après cette sortie américaine parce que ce n'était pas attendu de cette façon-là. Et le ton utilisé par les États-Unis, le ton est déterminé, il est ferme. On sent la volonté de Washington d'aller au bout de la résolution de la crise anglophone. On sent que c'est mûri la position que prennent les Américains en ce moment précis. On sent également qu'il y a au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies quelque chose qui se prépare. Et cela me permet, avant d'évoluer, de rappeler que les États-Unis agissent sur plusieurs piliers dans cette affaire. Ils agissent au niveau de la coopération bilatérale avec le Cameroun. Ils agissent également au niveau de la coopération multilatérale. Au niveau de la coopération bilatérale, on voit comment les Américains sont allés crescendo. Au départ, on a vu comment le Cameroun s'est retrouvé en très mauvaise posture avec la loi sur l'AGOA à cause des violations des droits de l'homme, des manquements au niveau de la démocratie au Cameroun. Le Cameroun s'est retrouvé dans une situation où il ne peut plus se permettre, n'est-ce pas, d'exporter des produits comme le prévoit la loi sur l'AGOA. Au niveau de la coopération militaire, on a vu également une pression forte américaine sur la suspension, sur une forme de suspension, sur un certain nombre de matériels de guerre. Parce qu'il faut rappeler que les Américains sont des grands partenaires du Cameroun. Partenaires économiques, financiers, militaires. On sait l'aide que les États-Unis ont apportée au Cameroun dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, y compris la présence des soldats américains pour soutenir et en formation les militaires camerounais pour les amener à mieux défendre l'intégrité territoriale face à Boko Haram. Et aujourd'hui, les Américains passent à un autre niveau. Certes, c'est technique, c'est diplomatique, mais cela ouvre la piste de la coopération multilatérale. C'est-à-dire, cette mesure que les Américains sont en train de prendre, ce n'est pas seulement une mesure de coopération bilatérale qui concerne le Cameroun et les États-Unis. Cela va s'étendre et se retrouver au niveau de la coopération multilatérale. C'est-à-dire que les Nations Unies, il faut le comprendre dès aujourd'hui, sont déjà en train d'être engagées dans une éventuelle réunion formelle du Conseil de sécurité où le cas Cameroun sera examiné. Parce que cette mesure qui est prise au niveau des visas est diplomatique, mais elle rentre dans les mesures diplomatiques également qui sont prises par le Conseil de sécurité au niveau du chapitre 7. Cela rentre dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, où des mesures diplomatiques, à côté des mesures économiques et financières et des mesures militaires, sont prises dans le chapitre 7, les articles 39, 40, 41 et suivants. Donc je suis en train d'appeler le gouvernement camerounais à réaliser que ce n'est plus seulement la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun. C'est également le début d'un processus qui va faire intervenir la coopération multilatérale et en particulier les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour dire quoi en réalité? Qu'en ce moment, les personnes qui sont ciblées, qui ont été épinglées, que ce soit ceux du régime en place ou alors les séparatistes des groupes armés,
vont être exposés. Et leur exposition va faire en sorte que il sera possible, en cas de réunion formelle du Conseil de sécurité, que le Conseil de sécurité habilite la Cour pénale internationale à s'intéresser à certaines personnalités qui auront été ciblées, notamment si après des investigations, une enquête sur le terrain, il est prouvé qu'ils ont contribué de près ou de loin à la réalisation des crimes de guerre, à la réalisation des crimes contre l'humanité, au massacre ou au génocide. Ces personnalités-là seront interpellées. Je voudrais dire également que nous nous retrouvons dans une situation où le gouvernement devrait prendre très au sérieux ce qui est en train de se passer, parce que dès leur entrée en fonction, c'est-à-dire la nouvelle équipe, et en particulier le secrétaire d'État, il avait ciblé parmi ses priorités dans sa défense devant la Commission des Affaires étrangères, il avait dit qu'il s'intéresserait au Cameroun, notamment la crise anglophone, où des populations font l'objet de violations de leurs droits de l'homme, de massacres et autres, et que les États-Unis s'intéresseraient également à l'Éthiopie, qui connaît également un problème de lutte des séparatistes avec le gouvernement central, ainsi que la situation dans l'Ouganda. Restons au pays avec le Cameroun, pour dire que voici venu le moment pour les entrepreneurs de la guerre qui sont au sein du gouvernement ou qui sont proches du gouvernement à faire très attention. Parce que ces entrepreneurs de la guerre qui gagnent, qui tirent profit de la guerre, qui ne veulent pas que la guerre cesse, alors que on le voit si bien dans la déclaration qui a été faite par Lumseni Fall, le représentant du secrétaire général de l'ONU, il n'y a pas de solution militaire dans la crise anglophone. Il a dit de manière formelle et claire cette fois-ci. Avant, il faisait allusion à cela sans le dire de manière formelle. Et quand il le dit, c'est comme si c'est le secrétaire général de l'ONU qui le disait lui-même. Lequel secrétaire général fait régulièrement des rapports sur la situation du Cameroun au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous nous retrouvons donc dans une situation où, d'un camp comme dans un autre, c'est-à-dire du côté du gouvernement comme du côté des groupes armés, il va falloir que chacun prenne au sérieux et agisse dans le sens de régler de manière inclusive, durable et définitive la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Edmond Kamga, dans cette position américaine et position onusienne, il y a un terme qui revient, la diaspora camerounaise. L'ONU demande au gouvernement de tendre la main aux membres de la diaspora camerounaise. Les États-Unis estiment qu'ils doivent être intégrés dans le processus de dialogue inclusif. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la résolution de la crise anglophone passera par une discussion non négociable avec la diaspora camerounaise? C'est très clair, M. Noufélé. Vous savez que la diaspora n'a pas pu participer véritablement au grand dialogue national. La diaspora, je m'en souviens, beaucoup de leaders politiques ou séparatistes de la branche de la diaspora avaient souhaité participer au grand dialogue. Mais ils avaient émis un certain nombre de conditions relatives à leur sécurité. Et visiblement, les conditions qui avaient été émises par les leaders politiques et les acteurs de la diaspora dans le cadre de la crise anglophone, les réponses n'avaient pas été apportées pour leur permettre d'y participer parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Ils avaient notamment fait des propositions qui visaient à faire en sorte que ce dialogue se tienne dans un pays ami du Cameroun ou alors à l'Union ou alors au siège africain en Éthiopie pour qu'ils puissent y participer sans problème en tenant compte de leur sécurité. Il y avait également, ils souhaitaient qu'une décision, qu'une loi soit prise pour une loi dans le sens de ne pas les faire arrêter de leur arrivée au Cameroun. C'est pour dire que quand les Américains insistent sur la nécessité de faire participer la diaspora, c'est parce qu'effectivement, ceux-là même que le gouvernement considère comme les donneurs d'ordre, qui seraient basés en Occident et en particulier aux États-Unis, qui n'ont pas pris part à ce dialogue. Voici donc venu le moment de les faire participer de manière inclusive à ce dialogue. Parce qu'il faut le rappeler, le gouvernement camerounais, à travers certains pans du régime ou à travers certains ministres, ont souvent interpellé
les États-Unis. Regardez, expulser ces Camerounais qui vivent aux États-Unis. C'est une sorte de réponse également de Washington. Faites-les participer. Donnez-leur l'occasion de discuter. Ceux-là que vous considérez comme les donneurs d'ordre. Donnez-leur la possibilité de discuter et accordez-leur des cadres de sécurité fiables pour qu'ils puissent discuter. Voilà, je pense, derrière cette mesure, et ce sera fondamental pour la suite. Parce que si la diaspora ne participe pas, je ne crois pas que la discussion, le débat sera véritablement inclusif. Parce qu'il y a deux catégories qui doivent participer pour que ce soit inclusif. La diaspora, qui s'intéresse à la crise anglophone. Deux, les groupes armés et leaders politiques sécessionnistes qui se trouvent au Cameroun. Après vous, Edmond Kamgamet, Désiré Sikati, pensez-vous que le gouvernement, sous la pression de la communauté internationale, peut accorder la priorité à ce dialogue inclusif en prenant en compte les aspirations de cette diaspora camerounaise dont font mention les États-Unis et l'ONU dans leur communiqué? Moi, je me serais plutôt posé la question de savoir si le régime de Yaoundé a les moyens de s'opposer à la communauté internationale. Et pour répondre à ça, je pense qu'il faudrait peut-être se référer à ce qui s'est passé dans des cas similaires à celui du Cameroun. On a bien vu que les pays qui s'opposaient à la résolution pacifique des conflits, à la fin, n'ont pas réussi à tenir tête à la communauté internationale. Il faut se rappeler, s'agissant du cas des États-Unis, que avant le régime de M. Biden, le régime de Donald Trump avait quand même pris un certain nombre de mesures de rétorsion contre le régime de Yaoundé, notamment la loi sur la suspension du Cameroun à l'AGOA, également la suspension de la coopération militaire avec le Cameroun pour des questions liées aux violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce que les Américains sont en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme dans la crise anglophone parce que c'est la guerre qui a été choisie comme option de résolution de la crise, tant en ce qui concerne le régime de Yaoundé que les séparatistes. Donc, maintenant, la question c'est quoi? La question, c'est celle de savoir, est-ce que le régime de Yaoundé a les moyens de s'opposer? Moi, je vois les choses, la décision américaine, dans un premier temps, comme une décision qui est certes prise par les États-Unis, mais qui, au fur et à mesure que le temps va évoluer, va rentrer dans le cadre d'un élargissement du processus avec d'autres grands pays de la communauté internationale, notamment les pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Et à ce moment, on va se retrouver devant un éventail de sanctions qui vont aller sous la forme d'un entonnoir qui est mis dans sa véritable position. C'est-à-dire que les sanctions vont aller grandissantes. Et je dis et je répète que c'est vrai qu'à la suite de la conférence de Berlin, les grandes puissances se sont partagées le monde. Mais il faut quand même reconnaître que lorsque vous voyez aujourd'hui les États-Unis intervenir au Cameroun dans une zone géographique qui semble être historiquement le précaré de la France, vous allez convenir que si les États-Unis viennent, ça veut dire que quelque part, ils ont des éléments qui leur permettent de mettre la pression sur la France pour que même au sein du Conseil de sécurité, à un certain moment, la France se dise « Bon, le régime de Yaoundé, ça devrait quand même être difficile de le soutenir, il faudrait peut-être résoudre le problème. » Les États-Unis, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est la première puissance politique, économique, militaire, diplomatique du monde. Donc, je ne vois pas un seul pays qui est capable, hormis peut-être des grandes puissances qui ont les moyens de leur politique, comme la Chine, la Russie, qui sont capables de dire non aux États-Unis sous certaines conditions, ben je ne vois pas les membres du régime de Yaoundé en train de donner le ton lorsque une décision a été prise par les Américains. Surtout que vous avez quand même à la tête des États-Unis aujourd'hui un président qui a décidé de faire de la politique étrangère des États-Unis un maillon essentiel de son mandat. Donc, et ce n'est même pas seulement la politique, c'est pas seulement la politique étrangère, la politique africaine. Parce que Joe Biden, avec Donald Trump, on avait quand même l'impression que bon, le suivi du processus de règlement pacifique de la crise au Cameroun était un peu lent parce que justement Donald Trump disait que je m'occupe d'abord des Américains qui vivent en Amérique avant de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Nous savons très bien qu'avec les démocrates, la question de la politique étrangère est une question fondamentale. Donc je ne vois pas les choses comme l'a dit M. Aristide Mono tout à l'heure, quand il pensait que bon, les sanctions qui sont prises par les États-Unis vont se retrouver dans le même cadre que les autres sanctions antérieures. Il faut quand même se rappeler que depuis le début de la crise, quel que soit l'angle sur lequel on se trouve, on sait
que le régime de Yaoundé n'a jamais joué le jeu de la franchise. Quand vous nous chose aujourd'hui et tirer des conséquences qui sont plutôt contraires à ce que vous avez dit. Si le régime de Yaoundé dit que ceux qui financent l'action armée, les groupes séparatistes, ceux qui financent les groupes séparatistes sont basés à l'étranger, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a une partie des personnes qui sont des acteurs fondamentaux de cette guerre-là, qui vivent à l'étranger. Mais en même temps, lorsque le grand dialogue national arrive, lorsqu'il est question de discuter, ils disent à Yaoundé, ils ne peuvent pas discuter avec les groupes armés. Donc je pense que c'est une sorte de contradiction que les Américains ont perçue et qu'ils estiment qu'en voyant les choses sous ces auspices-là, il n'y a pas de raison que la crise anglophone, qu'elle se résolve comme elle est actuelle, se poursuit maintenant. Si on continue avec ce que nous voyons aujourd'hui, moi je crains qu'on se trouve dans une situation comme celle de l'Angola où la guerre a duré plus de 30 ans, ou d'autres pays qui sont engagés dans la lutte contre les groupes armés. Même le Sénégal, qui avait engagé l'action militaire contre les indépendantistes casamançais, à un certain moment a compris que c'est le dialogue qui pouvait faire en sorte que, et c'est même pas tout, c'est pas seulement le Sénégal. Regardez même la rébellion Touareg au Niger. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à un certain moment, le Niger a donné une voix importante au dialogue. Donc je pense que dans le cas du Cameroun, moi, je suis quelqu'un qui est jaloux de la souveraineté de son pays. Mais si vous avez à la tête du pays des dirigeants qui font la sourde oreille ou bien qui instrumentalisent une façon de régler la crise anglophone. Quand je dis une façon, c'est-à-dire la façon guerrière, parce qu'on sait qu'il y a certainement des dividendes à en tirer. À ce moment-là, bon, si j'ai le choix entre la pression internationale pour que la crise soit résolue et cette fierté d'être jaloux de la souveraineté de mon pays, je peux vous dire en tant que défenseur des droits de l'homme que je vais opter pour la solution qui va le plus mettre à mal les vies des gens. Quand je parle des vies des gens, il ne s'agit pas seulement des vies des compatriotes anglophones, même les militaires qui sont tués au quotidien. Moi, je connais des petits frères qui sont engagés dans l'armée. Du jour au lendemain, j'apprends qu'ils sont morts. Franchement, je suis atterré. Voilà, donc il faut que ça s'arrête parce que les dégâts, on les a de tous les côtés. Les seules personnes qui tirent les marrons du feu de cette guerre, c'est ceux qui sont dans les bureaux feutrés à Yaoundé, qui commanditent la guerre, qui commanditent les commandes d'armement, mais qui tirent profit parce que forcément, il y a des surfacturations qui sont faites, il y a des frais d'émission, il y a un budget de la guerre. Qui met à genoux le peuple camerounais. Voilà, donc tout à l'heure, on va parler peut-être du problème du passeport. Mais vous allez voir que même cette augmentation du prix du timbre sur le passeport participe de cette stratégie pour le gouvernement à équilibrer son budget parce qu'aujourd'hui, on concentre une bonne partie du budget qui aurait dû être investi ailleurs dans des opérations militaires dont on aurait pu s'en passer. Maître Emmanuel Pensy, la diaspora incontournable dans un dialogue inclusif pour ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, le sentiment de l'ONU et des États-Unis. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, d'abord, il ne faut pas exclure la diaspora. Mais je voudrais quand même dire une seule chose, parce que je vois ici en train de pondre et de naître au niveau d'un certain nombre de participants, le fait que les menaces sur le Cameroun, en disant que le Cameroun, le Conseil de sécurité va siéger, que le Cameroun va aller devant la CPI, qu'on va traduire le Cameroun pour crime de guerre, pour génocide, mais ça n'a aucun sens. D'abord, le mode de saisine de la Cour pénale internationale, c'est très compliqué. Il faudrait passer par une résolution du Conseil de sécurité où déjà, si pas extraordinaire et pas impossible ça arrivait, le Cameroun a des pays amis. Parmi les 5 pays... Non, je dis au point de vue technique, parmi les 5 pays du Conseil de la sécurité qui peuvent faire, il suffit d'un seul veto. D'abord, ça n'ira pas. Donc, au point de vue même technique. On disait la même chose pour la Libye, on a dit la même chose pour la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça a donné. Vous avez parlé tout à l'heure, avec vos menaces feutrées qu'on connaît, du MRC, en disant si vous ne faites pas ceci, on va vous faire... Vous passez votre temps à écrire aux Nations Unies, à écrire partout pour qu'on traduise tel dirigeant du parti, peut-être le président, la CPI, ça n'a aucune chance d'aboutir. Ah bon, ça n'a aucune chance d'aboutir. Donc ça, c'est une politique fiction que vous êtes en train de faire. D'abord, ça c'est
très compliqué. Et toi, tu le sais. Non, c'est bon, pas compliqué. Je vous ai donné deux cas. Je vous ai donné le cas de la Côte d'Ivoire et de la Libye. Hein. Vous n'avez pas Merci à la parole, je vous en prie. La Côte d'Ivoire s'en mord les doigts. La Libye. Et la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, a fait un processus, tout le monde de 50 Gbagbo, et pour l'instant, ils s'en mordent les doigts. C'est pas la meilleure manière de faire. Et ça a mis ce pays... Non, le problème, c'est est-ce que le Conseil de sécurité... ne pourra pas fonctionner. Je vous dis que ça n'a aucun sens et ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, la France est un pays ami, tout le monde le sait en ce qui me concerne, mais on voit maintenant même un pays qu'on estime comme petit, comme la Centrafrique, qui est en train de faire des choses incroyables contre tout ce qu'on pensait comme étant la zone géopolitique spécifiquement française avec les Russes. Et qui désole tout le monde. Les Nations Unies, d'ailleurs, ont mis en haut là sur un certain nombre de militaires russes qui devaient encore envahir la Centrafrique, et cela avait un danger au niveau de la sous-région. Donc, ne faites pas toujours une politique fiction en pensant que Yaoundé, contrairement à ce que j'ai lu dans la nouvelle expression, il n'y a aucune panique au niveau du gouvernement qui voudrait que cette guerre finisse. Il y aura un gel des avoirs après. Non, je vous en prie, Maître Daniel Princier, à la parole. Vous dites que le gouvernement souhaite que la guerre finisse. Oui. Mais les actes qui sont posés, ils matérialisent cette volonté politique d'aller vers une résolution pacifique de la crise. La deuxième chose que je voudrais ajouter, parce que je ne vais pas perdre dans mon idée, au niveau du grand dialogue national, le premier jour j'ai assisté, parmi les 40 personnes à Douala, dans le littoral, j'étais invité. J'y ai vu les gens de la diaspora. J'en ai même discuté avec plusieurs qui sont venus de l'étranger. Diaspora choisie. Non, c'était des gens... Oui, non, c'était la diaspora choisie. Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Le problème, j'avais la contradiction, c'est de laisser l'autre parler. Au moment où celui-ci met à mal et en difficulté... Non, vous ne mettez pas à mal, c'est juste une précision. Je vous en prie, Maître Sikati. C'est même Princier à la parole. C'est vous qui dites que choisi. Le gouvernement a pris, d'ailleurs fait une résolution, a dit que vous pouvez venir, d'où que vous veniez, il ne vous arrivera rien. Ça a été dit. Et ça a été, c'est ce qui s'est passé, on n'a arrêté aucune personne. Même des personnes qui avaient assassiné et qui s'étaient présentées, et que j'ai vu devant moi, avec des jeunes, à qui on a donné un certain nombre de maillots qui étaient là, ce jour-là, je les ai vus, qui étaient parmi les assassins, les gens qui ont tué, on les a pris pour faire en sorte qu'on puisse faire en sorte qu'ils passent par un certain nombre d'instances financées par le gouvernement pour qu'ils soient réintégrés. Donc les efforts ont été faits. Vous avez toujours là en train de... Moi je vois toutes les menaces, CPI, Conseil de sécurité, ça ne marchera pas. Ça c'est une politique fiction et ça fait combien d'années? Ça fait des années que j'entends ça et ça ne fonctionne pas. D'abord c'est très difficile de mettre en œuvre et de démontrer que le gouvernement a fait un génocide au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'y a aucun crime de guerre. Et ça n'existe pas. Garbo. Quoi? Garbo. Qui? Vous ne connaissez pas le massacre de Garbo, c'est ça? Le massacre de Garbo. Non, c'est pas... Vous ne connaissez pas Modern Francisca College. Quand vous parlez de génocide, d'abord il y a un certain nombre de... C'est pas le génocide, c'est les crimes de guerre. Non, la définition de crime de guerre, c'est également des notions. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été démontré malgré les milliers de morts à Yopougon et ailleurs. C'est très difficile à mettre en œuvre. Donc je voudrais rassurer qu'il n'y aura pas de possibilité d'y aller parce que le gouvernement camerounais a montré une volonté de régler ce problème par le dialogue. Tous ceux qui veulent le dialogue peuvent venir assister au dialogue. Ayoub Tabé, qui était le chef, qui était celui-même qui, à la télé, était content qu'on tue des gens et qui demandait qu'on les assassine, il a dialogué. On a dialogué avec lui. Mais il y a des... Jusqu'au bout, il faut préciser, Maître Emmanuel Princier, pour donner les faits, qu'il y a eu une prise de contact entre les services secrets camerounais et Ayoub Tabé, qui a été condamné à plusieurs années. Avant sa condamnation, ce sont les seuls contacts officiels reconnus par le gouvernement et par les partis des mouvements séparatistes. Je dis que une chose est de discuter avec quelqu'un, mais si quelqu'un, vous pouvez commencer à discuter avec quelqu'un et qu'on continue à assassiner les militaires et les populations, vous arrêtez. Vous n'allez pas continuer à faire. Et deuxièmement, par rapport à ceux qui sont à l'extérieur, nous avons un dialogue qui est camerouno-camerounais. Et vous demandez qu'on aille le régler à l'étranger, qu'on aille le régler à l'OUA,
à l'Union africaine, qui n'a jamais, qui n'a pas réglé, qui n'a réglé problème. Qui est partie prenante de la solution? Non, je vous explique que c'est impossible. Nous avons un problème entre les Camerounais, nous le réglons entre les Camerounais. Le Cameroun, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'ici en disant que c'est un pays souverain. Vous n'allez pas nous dire que nous allons régler ça en Suisse. Ça n'a aucun sens. Non, pour des raisons humanitaires. Vous reprochez aux Camerounais d'aller en Suisse. Pour des raisons de sauvegarde des droits de l'homme et humanitaires, aux Camerounais d'aller en Suisse, notamment au chef d'État, d'aller en Suisse. La Suisse, effectivement, c'est une terre neutre. Mais ça peut sauver des vies. Lorsqu'on a un problème, un dialogue entre les Camerounais, ça se règle au Cameroun. Mais vous avez suivi les critiques de l'opposition sur le fait qu'il y a une accaparation, le gouvernement s'accapare de l'organisation de ce dialogue et des différentes thématiques et ne prend pas en compte les propositions qui ont été faites par l'opposition. Vous-même, vous l'avez dit, oui. Le Premier ministre a rencontré plusieurs acteurs politiques, des acteurs sociaux et autorités religieuses avant le grand dialogue en 2019. Mais ceux-ci ont constaté que leurs propositions n'ont pas été intégrées dans l'organisation de ce grand dialogue. Est-ce que cela justifie la position de l'ONU actuellement, qui estime que toutes les propositions, toutes les recommandations du grand dialogue ne sont pas appréciées par la diaspora camerounaise et qu'il faudrait à nouveau organiser un dialogue plus inclusif et faire que la diaspora camerounaise puisse y participer? Moi j'ai un grand regret. Mon plus grand regret, c'est la disparition du cardinal Toumi. Ça, c'était un élément essentiel au niveau du grand dialogue parce que son éminence était quelqu'un de respecté. Et il lui fallut qu'on lui donne le rôle qui est le sien et ça fait partie des maillons essentiels qui ont disparu. Bon. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il nous faudrait, c'est-à-dire tous les jusqu'au-boutistes de deux bords, parce qu'il en existe des jusqu'au-boutistes des deux bords. Il y a des gens comme nous, et il y en a d'autres qui sont même au gouvernement, qui veulent que ça cesse, qui ne voudraient pas que ça cesse. Moi, ça fait très longtemps, je ne pars plus à Bamenda. Moi, j'ai même des difficultés à aller à Bouya. Il paraît que ça s'est calmé. Mais quand on voit la situation économique et financière qu'il y a là-dedans, j'espère que tout à l'heure on va parler des médiateurs qui ont été nommés. Justement. On se rend compte que c'est une situation gravissime. L'argent qu'on met à cette guerre-là aurait dû servir tout simplement à développer cette région. Et cet argent-là, pour l'instant, il n'est pas développé. Si vous regardez également la distribution, la répartition du budget d'investissement public, vous allez vous rendre compte que les deux régions qui rapportent le plus d'argent au Cameroun, c'est-à-dire le sud-ouest et le littoral, ont une portion congrue que personne ne comprend. C'est ça que je ne comprends pas. Donc quand vous devez faire au niveau de la répartition des postes, on va parler tout à l'heure peut-être des régionalisations. Quand vous allez voir la région de Douala, 3 milliards, avant qu'on ne nomme même des gens, c'est-à-dire qu'ils soient élus, il n'y avait pas de local. Il n'avait pas de budget. Vous parlez là du conseil régional du littoral qui a reçu comme budget 3 milliards. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards CFA. Le sud-ouest a reçu combien? Environ 2,5 milliards. Et le nord-ouest, 2 milliards. Pour vous, c'est ça la réponse aux préoccupations des populations qui souhaitaient elles-mêmes prendre en charge leur développement? C'est une mauvaise réponse. Parce que cet argent-là, c'est peanut. Comme disent les Anglais, c'est rien du tout. Et quand on regarde les choses au niveau du gouvernement actuel, il faudrait faire la politique, ce qu'on appelle de cost killing. Il y a des sommes énormes qui sont dépensées à ne rien faire. J'espère qu'on va parler de la Covid-19 et de tous ces milliards qui sont partis. Alors, tout à l'heure, Maître Pince, vous parlez des médiateurs publics qui ont été nommés dans le sud-ouest et le nord-ouest au lendemain des sanctions américaines. Est-ce que c'est une manière pour le gouvernement de montrer qu'il est en train d'avancer vers le dispositif du statut spécial? À la une de Cameroun Tribune d'ailleurs, on parle d'un dispositif désormais complet du statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest avec la nomination de ces médiateurs publics supposés indépendants selon les textes présidentiels. En lisant le Cameroun Tribune, on dit complet parce que ça figure tout simplement sur les dispositions des collectivités locales décentralisées sur cette loi-là. On parlait déjà mais simplement des médiateurs dans le sud-ouest et le nord-ouest. Tout le pays tout entier, il faudrait un médiateur de la République et d'un médiateur au niveau régional. Mais seulement, les textes ont prévu spécifiquement que ces médiateurs-là puissent exister et soient dotés d'un budget conséquent pour régler les problèmes.
quand moi je regarde, c'est une bonne chose de les avoir mis en place. C'est parce qu'on a dit que le processus est complet. Mais à mon avis, le processus est complet, il est peut-être nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Si vous regardez, déjà, de par les qualifications des personnes qui sont mises en cause, vous avez le directeur d'exploitation de la SNH, qui semble-t-il est très fort en ce qui concerne comment faire pour gérer le pétrole. Et la dame qui s'occupait, qui était déléguée régionale du ministère de l'enseignement, l'éducation de base, comment peut-elle faire pour gérer la totalité des problèmes? Peut-être qu'elle a été nommée là pour répertorier les problèmes et les renvoyer ailleurs. Quels sont les moyens efficaces, la logistique derrière pour régler les problèmes? Moi, je ne les ai pas vus. Je crois que nous avons un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, on décide de, tiens, on va avoir les conseils régionaux, mais on n'a pas prévu de siège ni de budget. On décide maintenant, ces personnes-là, depuis la loi, c'est pas maintenant, c'est pas une réponse américaine, c'est contenu dans la loi. Si vous regardez la loi sur les collectivités locales décentralisées, on prévoit qu'il puisse exister ces deux personnalités-là qui soient nommées. Mais quand vous regardez ces deux personnalités-là, à mon avis, n'ont pas d'argent, n'ont pas les moyens de contraindre par rapport au rôle qui devrait être le leur. Et même si je crois que cette dame-là, les deux sont des retraités qui peuvent très bien faire leur travail, parce qu'elles sont libres maintenant de ne pas faire leur travail, mais l'opposition dira, l'autre est du RDPC, l'autre est du ceci, ça va commencer déjà, mais du manière il faudrait que tout le monde soit un peu partout, hein, parce que je suis très content que Sikati soit du MRC. D'ailleurs, tout le monde sait que je voudrais que les avocats puissent être dans tous les partis politiques pour avoir un rôle au niveau de la nation, parce que sur des problèmes essentiels où on pourrait discuter, on peut discuter entre avocats. Le dialogue ne doit pas être un dialogue de sourds. Le gouvernement, la réponse, c'est un début de réponse. Mais cette réponse-là est insuffisante. Après vous mettre pinci, Aristide Monod, médiateur public, qui viennent compléter le dispositif du statut spécial, ils sont nommés au moment où la communauté internationale durcit le ton contre le Cameroun, déplorant un manque de volonté, une lenteur dans l'implémentation des recommandations du grand dialogue et dans le manque d'initiatives visant à résoudre de façon pacifique cette crise. Comment appréciez-vous la mise en place de ces médiateurs et que faut-il faire aujourd'hui où il y a une sorte de statu quo dans la résolution de la crise? C'est vrai qu'avant de répondre à votre question, je vais revenir rapidement sur ma position par rapport à la perception du docu-racier de Yaoundé, c'est-à-dire Yaoundé qui résiste quand même malgré toutes les pressions. En fait, je pars des faits, parce que ce sont des faits qui doivent nous conduire à des approches un peu plus intelligibles ou théoriques. Ce sont d'abord des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que depuis 2016, il y a eu des pressions sur l'ordre de Yaoundé. Entre-temps, aujourd'hui, l'objectif de ces pressions, c'était de réduire l'impact de la crise ou alors du problème anglophone. Si on essaie de faire une évaluation entre 2016 et 2021, au regard de toute cette pression, est-ce qu'on peut dire que la situation s'est améliorée? Non. Si elle ne s'est pas améliorée, ça signifie tout simplement que Yaoundé a fait le dos rond face à toutes ces pressions. Est-ce que c'est Et c'est pourquoi moi j'aimerais qu'on soit un peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on tienne compte du fait qu'il y a eu des pressions, qu'on a eu même à saluer sur ce plateau, mais qui n'ont rien donné à la fin. Il faut maintenant que les Camerounais essaient de repenser même cette logique des pressions internationales. Est-ce qu'on doit se fier à ces pressions internationales? Est-ce qu'on doit faire confiance à ces pressions internationales? J'ai parlé du cas de la France. Qu'est-ce qui peut pousser la France à accepter une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une intervention militaire, par exemple, au Cameroun, ou alors pour qu'il y ait une expédition de certains cadres du côté de la Haye? Il faut se poser des questions. Si on part du point de vue géopolitique et géostratégique, je vous dirais tout simplement que la France n'a aucun intérêt à liquider le régime de Yaoundé. N'a aucun intérêt. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette situation de pourrissement, malgré toute la pression internationale, c'est parce que la France n'a pas encore pris la décision de se désolidariser du régime et de le laisser donc face à la pression de la communauté internationale. Donc le bouclier de Yaoundé face à la communauté internationale, c'est la France. Comment donc obtenir
l'adhésion de la France à une démarche internationale. C'est pourquoi les États-Unis sortent du multilatéralisme pour aller dans une démarche un peu plus solitaire, question de voir comment impacter les choses à son niveau. Donc il faut être assez réaliste et ne pas dormir tout en pensant que les États-Unis viendront intervenir au Cameroun. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'était quasiment la France qui a géré la situation. C'est la France qui a enlevé Gbagbo. Au niveau de la Libye, c'était la coalition, parce que les uns et les autres avaient des intérêts coalisés dans cette histoire. Or, dans le cas du Cameroun, pour le moment, les États-Unis n'ont pas encore un intérêt particulier, quitte à chercher à ce qu'ils se retrouvent dans une situation de confrontation avec la France. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais avec le temps, on peut donc assister à quelques desserrements de position, à quelques fléchissements. Donc, pour moi, en tant que Camerounais, je ne nourris pas un espoir vraiment grandiose face à cette pression internationale au regard de l'expérience depuis 2016. Maintenant, pour ce qui est de la diaspora aussi, il faut rappeler que l'une des propositions du grand dialogue national était le déplacement des éléments du gouvernement camerounais vers l'extérieur, aller rencontrer la diaspora. Depuis 2019, est-ce que vous avez eu vent de ce qu'il y a eu entre-temps la constitution de quelques délégations pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller en Allemagne, pour aller en Belgique? En Belgique, non, pas. Non, pour le moment, ça c'était avant le grand dialogue. Oui. Après le grand dialogue, on a dit qu'on devait mettre en exécution cela parce qu'on sait bel et bien que ce n'est que par ce procédé qu'on peut rencontrer les leaders sécessionnistes et discuter avec eux. Donc, pour moi, il s'agit d'un problème de volonté. Tout ce qu'on peut avoir comme appareillage cosmétique aujourd'hui, en termes de mise sur pied, du statut spécial, en termes de mise sur pied des médiateurs, ma foi, ça n'aura aucun effet si préalablement, on n'a pas une réelle volonté de vouloir résoudre la crise anglophone. Et pour résoudre la crise anglophone, il faut passer forcément par la résolution du problème anglophone. Or, entre-temps, on n'a eu aucune assise pour penser la résolution du problème anglophone. On ne peut que penser le problème anglophone avec des anglophones et non avec des francophones ou des anglophones pro-francophones au regard peut-être de leurs intérêts dans le régime, au regard de leurs privilèges. Il ne suffit pas de nommer par exemple George Ewane ou alors de nommer un anglophone pour dire que les anglophones sont représentés. Il y a une question de légitimité. Aujourd'hui, si on se retrouve avec le problème, avec la crise anglophone, c'est tout simplement le fait de la crise de légitimité. Parce que si les anglophones avaient eu des représentants légitimes, je vous dis, on ne serait pas arrivé à cette situation. On aurait dû anticiper, on aurait eu des porteurs de cause qui n'allaient pas venir flagorner à Yaoundé, qui n'allaient pas venir dealer à leur propre compte à Yaoundé, qui allaient porter les causes réelles des anglophones et les soumettre en demandant les contreparties. Mais entre-temps, on a eu des Simon Achudiachu, on a eu des Philémon Ya, on a eu des Peter Mapani Moussonke, mais qui sont allés dealer à leur propre compte. Ils ont lésé totalement les intérêts de la communauté. Donc il y a un problème de légitimité. Sur quelle base on a choisi les médiateurs? A-t-on engagé une démarche consensuelle au niveau local pour dégager des hommes consensuels? Pas. Ce sont des options qui sont purement monopolistiques. Donc, c'est-à-dire que des gens s'asseyent à Yaoundé, ils disent nous allons choisir tel, nous allons choisir tel, sans toutefois tenir compte de son niveau de représentativité sur le terrain. Or, le problème anglophone est également lié au fait que jusque-là, des anglophones n'ont pas eu de bons représentants, ils n'ont pas eu de bons députés, même du côté de l'opposition. Ceux qui ont incarné l'opposition dans cette zone, est-ce qu'ils étaient assez représentatifs? Donc aujourd'hui, pour moi, la véritable approche, c'est l'approche américaine. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue franc. Il faut reprendre tout ce qui a été fait. Maître Pensy a dit tout à l'heure qu'il y a eu la diaspora, il y a eu des combattants anglophones. Il faut interroger la dose de légitimité de ces représentants. Il faut interroger le charisme de ces gars. Ces enfants que moi j'ai vu au palais des congrès, je ne pense pas qu'ils soient vraiment à même de tenir une guerre pendant 4 ans. Même un général qui tuait. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous maîtrisons, il y a des noms, on sait bel et bien qui sont les véritables leaders de la crise sécessionniste.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu à engager une démarche, même à l'extérieur, pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut définir le cadre d'un dialogue national? Mais on a plutôt pris ce qui était qu'on a eu à ramasser un peu partout dans le nord-ouest, on les a logés et puis on a dit, bon, les sionistes étaient représentés et pourtant on sait bel et bien avec qui on peut discuter lorsqu'il s'agit en fait de la résolution pacifique de cette crise. Moi je me dis aujourd'hui que le véritable souci, c'est celui de la communauté anglophone qui semble un peu amorphe. La communauté anglophone semble un peu amorphe dans le sens où elle se laisse en fait entraîner par les deux camps, c'est-à-dire le camp sécessionniste et le camp de l'ogre au pouvoir. Et pourtant, il devrait en fait naître une organisation un peu méso, donc c'est-à-dire qui ne se revendique ni du gouvernement, ni de la sécession, pour donc porter une cause et avoir assez de légitimité pour discuter au niveau local et au niveau international. Au-delà de la crise anglophone, Edmond Kambia, il y a une session parlementaire en cours au moment où le pays fait face à un scandale financier retentissant, celui du Covid-Gate. Des députés comme l'honorable Jean-Michel Nitier ont appelé à l'ouverture d'une commission, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Et d'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il faut attendre que la justice aille jusqu'au bout pour faire la lumière sur cette affaire de détournement des deniers publics et qu'il ne faudrait pas jeter à la vendue populaire les membres du gouvernement et autres personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ces détournements de fonds. Comment appréciez-vous l'attitude du président de l'Assemblée nationale au moment où il y a ces scandales au Cameroun? Avant de répondre à cette question, je voudrais émettre mon avis sur certaines choses qui ont été dites. Je pense d'abord à ce qu'a dit Maître Pensy, et pour lequel je partage en partie. Il a dit qu'il regrettait, n'est-ce pas, la disparition, l'absence, la mort du cardinal Christian Toumi, qui aurait pu apporter beaucoup de choses dans la résolution de cette crise. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Mais je dois lui rappeler qu'avant qu'il ne décède, le cardinal Christian Toumi a maintes fois, plusieurs fois, sollicité une audience avec le président de la République. Il ne l'a pas obtenu. Avant de décéder, le cardinal Christian Toumi a demandé à toutes les autorités compétentes, politiquement et administrativement, la possibilité d'organiser la conférence générale anglophone, la General Anglophone Conference. Il n'a pas obtenu de réponse jusqu'à sa mort. C'est pour vous dire, Maître Pensy, que c'est la mort dans l'âme, avant même la mort charnelle, que le cardinal Christian Toumi nous a quittés, pour n'avoir pas eu de réponse de la part du président national du RDPC, qui est par ailleurs le président de la République. Je vais également émettre un avis sur le débat de tout à l'heure concernant les grandes puissances au Cameroun. Pourquoi ce qui s'est passé ailleurs ne peut pas se passer au Cameroun en termes d'application des résolutions du Conseil de sécurité? Je voudrais dire que les situations ne sont pas les mêmes partout. Les contextes ne sont pas les mêmes également. Mais il est clair, il faut le dire, qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée lors du sommet de 2005 sur la responsabilité de partager, de protéger. La responsabilité de protéger. Cela signifie quoi, Maître Pensy, et à tous ceux qui nous regardent? Lorsqu'un État membre de l'ONU se retrouve dans l'impossibilité ou dans l'incapacité à régler un conflit dans son pays, à trouver des solutions aux massacres, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, au génocide, etc. Tout autre État membre des Nations Unies ou plusieurs membres des États membres des Nations Unies peuvent, en tant que membres de la communauté internationale, intervenir dans ce pays-là en utilisant tous les moyens politiques, tous les moyens pacifiques, tous les moyens diplomatiques et humanitaires pour résoudre le problème des conflits, résoudre la question des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des atrocités, génocides et autres. Droit d'ingérence. C'est pour dire. C'est important de le dire. Et je rappelle
que lorsque cette résolution a été votée lors du sommet de 2005 sur la responsabilité de protéger les Nations Unies, il a été clairement indiqué que lorsqu'il a établi que la responsabilité de protéger est engagée dans un pays pour protéger les populations qui sont massivement tuées, massacrées, victimes de génocide, aucun membre du Conseil de sécurité ne peut y apporter un veto. J'invite tous ceux qui nous regardent, tous les experts et spécialistes qui nous suivent, d'aller vérifier ce que je dis. Cela signifie que s'il y a une réunion du Conseil de sécurité et qu'il est admis qu'il est important d'appliquer la responsabilité de protéger au Cameroun, tout État membre, ça peut être une grande puissance ou une autre, ou plusieurs pays peuvent se coaliser et intervenir au Cameroun pour protéger les populations victimes de massacres, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et autres. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Mais principe. Oui, mais enfin, moi, je rappelle les résolutions de l'ONU. Vous parlez de quelque chose qui est générique. Hein? Et vous allez, c'est générique. Mais principe, quand vous parlez, moi, je vous interromps pas. Mais principe. Je vous interromps pas. Et la courtoisie, Je vous en prie, monsieur. Edmond Kamgara a la parole. Continuez. Mais Edmond Kamgara a la parole. Et la courtoisie de m'écouter, mais principe. J'appelle même tous ceux qui nous écoutent à aller vérifier le concept de responsabilité de protéger. C'est sûr. C'est des questions par tout le monde. Ça me tombe que certains ne le sachent pas. C'est ce que je veux dire. Le droit de gérance se fait pour des raisons humanitaires. Ce sont les faits qui font le droit. Je vous en prie. Quand vous falsifiez le fait, je ne dis pas que lui les a falsifiés, mais si on falsifie les faits, le droit change. Edmond Kamgara. Bon, je voudrais continuer pour ne pas... Non, continue. Parce qu'il faudrait qu'on avance. Continue. Il y a également un autre point qui a été avancé sur ce plateau, sur la question, la possibilité pour la France, des États-Unis d'agir, alors que le Cameroun est considéré comme étant un précaré de la France. Que les États-Unis n'auraient pas d'intérêt, ou n'auraient pas intérêt à coaliser avec une autre puissance pour agir au Cameroun. Je pense qu'il faut nuancer les propos lorsque l'on avance sur ce terrain-là. Parce que, certes, la France a beaucoup d'intérêt au Cameroun, que je ne vais pas citer, que tout le monde peut imaginer. Mais les Américains n'ont pas moins d'intérêt au Cameroun. Et la sous-région même. Pas seulement au Cameroun, dans la sous-région. Je pense simplement au pétrole, le Pablan Tchad Cameroun. Qui sont ceux qui sont impliqués? Quelle est la grande puissance qui est derrière? C'est les États-Unis. Et depuis un certain nombre d'années, et vous savez vous-même, pour ceux qui nous écoutent, que les Américains sont pleinement engagés pour le contrôle du golfe de Guinée, pour le pétrole. Et Douala est une base forte. Et des travaux ont commencé. Et il y a eu plusieurs rencontres internationales. Il y a eu une coopération forte bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun pour que Douala, au Cameroun, soit le poste majeur qui permette aux États-Unis de contrôler de Douala jusqu'en Angola le golfe du Guinée, une zone pétrolière. Parce que de plus en plus le pétrole dans les régions du golfe Persique sont en train de s'amenuiser. Et l'avenir en termes de pétrole, c'est dans le golfe de Guinée. Les Américains sont déjà présents. Et ils travaillent avec le Cameroun. On ne peut pas dire, je reste seulement sur le plan du pétrole, que les États-Unis n'ont pas d'intérêt au Cameroun. Pourquoi les Américains se permettraient-ils de faire venir des centaines de soldats au Cameroun pour former des soldats camerounais pour lutter contre Boko Haram s'ils n'ont pas d'intérêt au Cameroun? Donc je ne partage pas cette idée selon laquelle les Américains n'auraient pas d'intérêt au Cameroun, n'auraient aucun intérêt à coaliser ou pas avec notre puissance pour faire avancer les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun. Et je crois fortement que la nouvelle administration américaine est en train de parler à la France. Je rappelle qu'il y a eu une conversation avant cette dernière décision américaine. Il y a eu une conversation entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères de la France, Yves Le Drian, sur la question Cameroun, sur la crise anglophone, sur les droits de l'homme au Cameroun. Et c'est après cette conversation qui, en réalité, portait sur les questions majeures dans le monde, c'est-à-dire sur les questions de l'Iran, sur les questions, les batailles de la guerre froide dans le monde, sur la Chine, sur l'Iran et sur d'autres puissances, en revenant sur l'Afrique,
Anthony Blinken a interpellé son homologue français. Pourquoi ça n'avance pas au Cameroun? Et c'est depuis cette conversation qu'on a vu comment les Américains avancent progressivement au point de décider d'une restriction de visa. Et j'ai dit, c'est le début d'un processus qui va se poursuivre, qui n'aura pas forcément besoin de l'avis de la France. Maintenant, sur la question que vous avez posée, M. Noufele, à l'Assemblée nationale, le président Kavayi Gueye-Djibril estime que ce n'est peut-être pas le moment d'envisager une commission d'enquête parlementaire. Mais que vouliez-vous qu'ils disent? C'est le contraire qui nous aurait surpris. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Parce que le président de l'Assemblée nationale est député depuis au moins 1972, député de la nation depuis 1972, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, donc il y est depuis, comptez vous-même. Ça fait beaucoup de décennies qu'il est à ce poste. Et il n'a pas intérêt à ce que lumière soit faite sur un certain nombre de sujets. Il me souvient que lorsqu'il y a eu le Mouchik-Bouguet, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, il a fallu que les députés du SDF à l'époque, fortement unis et solidaires, arrachent auprès de députés RDPC volontaires la possibilité d'ouvrir une commission d'enquête sur le cas de l'ancien ministre s'appelait Mouchipou, de regretter mémoire, pour lequel il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a débouché sur sa sortie du gouvernement, où il s'est retrouvé dans les liens de la prévention, en prison, et je le regrette, il est décédé plus tard. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si le Kavayi Gueye-Djibril ne voudrait pas, il dit, avec l'air serein, qu'il faudrait laisser la justice suivre son cours. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Pendant que le tribunal criminel spécial est en train d'engager une opération d'assainissement pour débusquer les auteurs, co-auteurs, complices des détournements de fonds publics. Et je rappelle qu'il y a le rapport d'étape de la Chambre des comptes qui a suffisamment démontré, qu'il y a des éléments pour démontrer les fautes de gestion et les malversations financières. Il est encore possible qu'aujourd'hui, que se fasse de manière parallèle. C'est-à-dire pendant que les choses se passent au niveau du tribunal criminel spécial, il est possible que le Parlement joue également son rôle. Parce que l'un de ses rôles les plus importants, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Et l'opération qui est menée fait partie d'un meilleur contrôle de l'action du gouvernement dans le cadre de l'utilisation des 180 milliards du FMI qui ont été alloués pour lutter, par le FMI, pour lutter contre le coronavirus. Il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, la réaction du président de l'Assemblée nationale ne surprend guère, et qu'il ait accepté la proposition du député intrépide et courageux Jean-Michel Nietzsche du SDF nous aurait plutôt surpris. Après vous, Edmond Kamgamet, Désiré Sikati, il y a eu cette information relayée dans la presse cette semaine. Selon le site Investir au Cameroun, la BEAC a posé son veto sur des transactions entre l'entreprise Mediline Medical SA et l'un de ses actionnaires, Moda Holding à Hong Kong. L'entreprise souhaitait effectuer des transactions de près de 5 milliards de francs CFA. Au moins 3 fois, cela a été refusé parce que la BEAC soupçonne qu'il y a un risque d'évasion des cas, le non-respect de la réglementation en matière de change. Et cette entreprise est citée dans le rapport d'étape de la Chambre des comptes pour des questions de surfacturation et, qui sont évaluées à environ 15 milliards de francs CFA. Comment appréciez-vous cette nébuleuse autour des financements Covid? Déjà, il faudrait rappeler que l'entreprise Mediline Medical International, c'est celle qui a gagné pratiquement 90% des marchés liés au Covid-19 au ministère de la Santé. Et que ce que la BEAC a révélé n'est pas surprenant parce qu'en fait, toutes les informations qu'on a jusqu'ici sur les pratiques de cette entreprise ou bien les connexions que cette entreprise semble avoir avec des hauts dirigeants de ce pays confirment exactement ce que la BEAC a dit. Moi, ce qui me surprend un peu,
dans cette façon que le Cameroun a eu de gérer les fonds du Covid-19 mis à sa disposition par le FMI, c'est que dès le départ, on a quand même vu qu'il y avait toute une, je dirais pas une stratégie, mais un stratagème gouvernemental pour que tout l'argent soit distrait. Moi, je suis quand même surpris de voir que dans d'autres pays, la politique sanitaire de lutte contre le Covid-19 est instrumentalisée par le chef du gouvernement et par le ministre de la Santé, et que le Cameroun soit le seul pays où on a quand même vu que les fonds étaient répartis entre les différents membres du gouvernement. Moi, j'ai vu dans d'autres pays, par exemple, vous allez en France, vous allez voir que le ministère de la Communication, voilà, lui également, il est traité de la même façon, c'est-à-dire dans un processus global qui est implémenté par le chef du gouvernement, le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé. Mais au Cameroun, en fait, dès le départ, on comprend qu'il y avait un stratagème qui consistait à se partager la bête pour que chacun ait sa part. C'est la raison pour laquelle, dites-moi comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, qu'une partie de 181 milliards de francs CFA, qui est supposée être utilisée pour lutter efficacement contre le traitement, contre le coronavirus, c'est-à-dire acheter par exemple des tests de dépistage, acheter des masques de protection, acheter des matériels pour le traitement thérapeutique. Expliquez-moi comment est-ce qu'une partie de cet argent-là peut être remise au ministre de la Communication. Pourquoi faire? Moi, je veux bien comprendre. D'aucuns diront non, le ministère de la Communication est un personnel à qui, oui, qu'il va prendre en charge en mettant à sa disposition du matériel de protection. Mais au nom de quoi le personnel du ministère de la Communication doit être mieux traité que la population générale qui est laissée à son propre sort, où chacun doit acheter son gel, chacun doit acheter son masque. En cas de maladie, chacun doit financer son traitement. Expliquez-moi un peu ça. Donc, je pense que quand j'écoute des hautes personnalités comme Kavaye Dibril dit que tout le monde doit se taire et laisser la justice faire son travail, mais j'ai envie de me demander que lui, en tant que député qui est au Parlement depuis un certain nombre d'années, il ne sait pas que le Parlement est indépendant, ou bien l'Assemblée nationale, dans ses attributions parlementaires, est totalement indépendante du pouvoir judiciaire. Ça veut dire que quand il met sur pied une enquête parlementaire, son enquête parlementaire n'a absolument, non seulement ça ne lie pas le pouvoir judiciaire, mais il peut arriver que les résultats, les éléments qui ont été obtenus dans le cadre de l'enquête parlementaire aident, par exemple, l'institution judiciaire à faire son travail. D'ailleurs, on parlait du rapport d'étape de la Chambre des comptes. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le socle de travail du tribunal criminel spécial. Donc moi, je pense que il y a une solidarité, non pas seulement gouvernementale, parce qu'il faut bien comprendre que la sortie de la position du président de l'Assemblée nationale correspond exactement au communiqué qui a été publié par le ministre de la Communication, René Sadi, qui implicitement demande à tout le monde de se taire, de fermer les yeux, de les laisser dilapider tous les fonds, 181 milliards, et qu'on laisse... Non, mais il faut... Moi, j'ai vu en France l'affaire, le ministre Jérôme Cahuzac. L'affaire Jérôme Cahuzac, elle n'avait pas été repérée. Ce n'est pas un magistrat qui avait été au courant d'une dénonciation et qui avait porté le dossier jusqu'à la décision qui avait été rendue contre Jérôme Cahuzac. Mais c'est la presse. C'est la presse qui a eu des informations selon lesquelles Jérôme Cahuzac, il avait des comptes bancaires secrets en Suisse et qui ne déclarait pas pratiquement tous ses impôts. Et voilà comment la justice est saisie. Même dans l'affaire de François Fillon, les informations sur ce que François Fillon recevait des dons, des cadeaux et autres, c'est la presse qui a porté ça à l'intention de la justice. Donc, moi je pense qu'il y a une sorte de volonté collégiale des membres du gouvernement, des hauts membres du régime, de faire en sorte que tous les détournements qui ont été commis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, que ces détournements-là, qu'on ne parle plus de ça, et que du coup, parce qu'il faut se rappeler quand même que nous sommes dans un système où la justice est embrigadée. Sous d'autres cieux, le Premier ministre ne devrait pas avoir besoin de saisir la Chambre des comptes. La loi qui organise le fonctionnement de la Chambre des comptes oblige les gestionnaires publics à se faire auditer en transférant les comptes d'exploitation, les comptes administratifs chaque année à la Chambre des comptes. Mais au Cameroun, il faut que le Premier ministre demande qu'on envoie à la Chambre des comptes pour que ce soit fait. Encore que même quand le Premier ministre demande de le faire, il y a certains ministres qui sont récalcitrants, qui ne le font pas. Pour preuve, on a bien vu que dans le rapport d'étape, la Chambre des comptes a dit que le ministère de l'administration territoriale n'avait pas fourni son rapport. Donc moi, je dis, on est dans un système où la justice n'est pas libre. Quand bien même la Chambre des comptes a rendu son rapport, une institution, une instance judiciaire, il faut que le rapport aille à la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui lit, discrimine et décide de qui doit être poursuivi. Est-ce que c'est normal?
Et quand vous regardez toutes les structures opérationnelles de l'État du Cameroun qui sont en charge de contribuer à la saine gestion des finances publiques, que ce soit la NIF, que ce soit la CONAC, mais vous voyez que toutes ces structures-là n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour saisir directement. Donc c'est une façon pour moi de dire que quand bien même la justice suivrait son cours dans le cadre des enquêtes sur la gestion des fonds du Covid-19, je suis convaincu qu'à la fin, on aura certainement des procédures judiciaires qui auront été sélectives parce que certaines personnes impliquées dans les opérations de détournement auront été parmi celles qui choisissent les autres qui vont être poursuivis. Sinon, regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les fonds du Covid-19. En quoi est-ce que la gestion de ces fonds-là est différente de ce qui s'est passé avec la CAN? Parce que vous voyez très bien qu'on a vendu, il y a des tests de dépistage, un test dans la mercuriale, bon, peut-être pas dans la mercuriale, mais un test sur le marché international qui est vendu à 7500. Mais dans les prix qui ont été facturés au ministère de la Santé et qui au demeurant ont semble-t-il été payés, le prix est de 17 500. Donc ça ressemble un peu au sac, à l'affaire du sac de ciment avec la canne, où un sac de 4 500 coûte pratiquement 16 000 francs, ou un camion de gravier qui en temps normal coûte 250 000 revient à 700 000. Voilà, donc il faut et le vrai problème, la vraie question qui se pose au bout du compte, c'est quoi? C'est la question de savoir comment ça se fait que dans un pays, autant de gabegies puissent être remarqués pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Vous voyez? Parce que, notamment quand je parle des secteurs d'activité, de l'activité gouvernementale, c'est là où ceux qui se posent la question, dont moi, la question de savoir si le Cameroun est gouverné, ont raison. Parce que voilà, le Cameroun est le seul pays où on va se retrouver en matière de lutte contre le Covid-19 avec une task force. C'est-à-dire que toutes les autorités en charge de l'opération, qui sont sur le plan institutionnel prévu, tels que le ministère de la Santé et même le chef du gouvernement, on les met en quarantaine au profit d'une structure ad hoc qui va coordonner l'action. Alors justement, et dans cette coordination des actions, il y a d'importants soupçons de détournement des deniers publics. Maître Emmanuel Pincy, cette affaire Mediline Medical Cameroun, avec des transferts de fonds bloqués par la BEAC, demandant à voir plus clair sur les transactions en cours, sur les véritables facturations qui sont faites sur les documents de la douane et les documents transférés à la banque où le compte est logé. Comment appréciez-vous ces mécanismes qui sont mis en place et qui suscitent des interrogations sur la destination réelle de ces fonds Covid? Bon, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, je voulais dire, en mettant que s'agissant des fonds Covid-19, je suis pour que la clarté soit faite sur la gestion de ces fonds. Parce que ces fonds sont quand même des fonds qui sont très importants. La deuxième chose, c'est tout simplement sur la répartition des fonds. Il y a des répartitions qui n'ont pas de sens. Je voudrais quand même dire à mon ami Sikati qu'il est tout à fait normal, s'il y a le ministère que la communication doit être faite au niveau de la Covid. Il n'y a pas eu de communication. Non, excusez-moi. Ben, je dis la communication doit être faite au niveau des médias, comme ça existe en France. Si vous regardez la télévision française, vous allez voir tous les jours le gouvernement qui fait la communication au niveau des télévisions, des radios et de la presse, et que c'est des communications qui sont payantes. Ça existe, c'est dit en France. C'est tous les jours, vous le regardez. Donc il est tout à fait... Non, mais dans le cadre de l'action normale du chef du gouvernement et du ministre de la Santé. Vous ne me laissez pas parler. Parce qu'ils ont... Non, mais ce que vous dites, c'est faux. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il y a une communication qui est faite. Si des fonds sont mais pas sous la houlette du ministre de la Communication en France. Sous la houlette des services de communication du ministère de la Santé et de la Primature en France. Chaque il faut dire ça aussi. A une certaine manière de fonctionner. On n'est pas obligé de fonctionner comme en Ok, France. ça au moins vous le connaissez. Si on explique que des fonds sont alloués au ministère de la Communication pour faire la communication et payer les médias, je ne vois pas où est le scandale. Ce qui serait scandaleux, ce serait que ces fonds... C'est scandaleux quand on ne donne pas les factures. Je vous en prie, merci Cathy, je vous en prie. Si Cathy n'aime pas la contradiction, c'est... Non, mais vous expliquez des choses qui ne sont pas vraies. Quand c'est logique, c'est que vous dites j'écoute. Non, permettez qu'il aille jusqu'au bout. On comprenne son point de vue. On a alloué les fonds, c'est ce que vous avez dit, on a alloué les fonds au ministère de la Communication. Si on alloue les fonds au ministère de la Communication, c'est normal que le ministère de la Communication puisse financer, par exemple, cette communication au niveau des médias. C'est tout à fait classique. Si vous ne le croyez pas, c'est que c'est autre chose.
Je suis en train de dire ce qui est en train de se passer et que c'est logique que ça se passe. Vous n'arrivez pas, Sikati, à faire en sorte que je change d'idée. Mon idée première, et je vous l'ai dit, je suis pour qu'il y ait une transparence. Voilà. Deuxième chose qui est en train de se passer dans le cadre de ces fonds-là, c'est qu'il y a quand même, c'est beaucoup d'argent. Moi, personnellement, que la task force soit renvoyée à la présidence, ça me semble tout à fait curieux, puisque, semble-t-il, certains ministres disent que on a demandé, ou bien le ministre de la Santé a demandé qu'on alloue des marchés à telle ou telle personne. Alors si c'est le Premier ministre qui alloue les fonds à telle ou telle personne, il ne peut plus faire partie des enquêteurs pour savoir ce à quoi les fonds vont devenir. La deuxième chose, et par rapport à ce qu'a dit le président de l'Assemblée, il a raison. Qu'est-ce que ça a à faire que vous ayez une commission d'enquête alors que, pour l'instant, le tribunal est en train d'être saisi? Sur le rapport d'étape, semble-t-il qu'il ne serait pas signé, parce que moi je n'ai pas vu la signature du rapport d'étape de la Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez, dans le cadre de cette propriété, la Cour des comptes, la Chambre des comptes fait partie des chambres de la Cour suprême. Parce que vous avez le président de la Cour suprême, après vous avez la Chambre judiciaire, après vous avez la Chambre administrative, vous avez la Chambre des comptes. Moi j'aurais souhaité qu'il y ait une Cour des comptes qui soit une cour indépendante, qui puisse rendre ses décisions, comme ça se fait dans d'autres pays, pour que ça puisse se faire. Donc maintenant, les enquêtes sont en cours. Au moment où les enquêtes sont en train de commencer, c'est quand il y a quelques jours, vous vouliez déjà qu'il y ait une commission d'enquête qui puisse se passer. Je dis que c'est prématuré. C'est s'il y a un blocage que la commission des comptes, la commission puisse siéger au niveau d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat pour pouvoir faire des investigations. Pour l'instant, il n'y a pas de blocage. Mais ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'un député a lancé l'alerte sur des allégations de détournement de deniers publics. Il a bien fait. Il y a eu ce rapport d'étape de la Chambre des comptes. Est-ce qu'il est signé? Avec des personnalités de la République plus ou moins impliquées. Doivent-elles rester en fonction pendant que des enquêtes judiciaires sont ouvertes, pendant qu'elles sont auditionnées pour moi, le rapport d'enquête les enquêteurs du tribunal criminel spécial? La Chambre des comptes n'a pas encore déposé son rapport. Ça, c'est quelque chose qui est déjà acté. La Chambre des comptes n'a pas encore déposé son rapport. Il y a une fuite sur un rapport dit-on d'étape qui ne serait pas signé. Et je dois dire que les magistrats de la Chambre des comptes, ce sont des magistrats que je connais qui sont intègres, c'est le président Yapabdou et d'autres. Qu'on voulait, en fin de compte, on a voulu ridiculiser le rapport d'enquête en mettant par exemple en cause, en disant que le ministère de l'enseignement supérieur aurait reçu 6 milliards. J'ai cru lire que le ministre Fameux Dongo a dit qu'il n'a pas reçu un franc. Il y a des ministres qui protestent en disant que ce que vous dites, que les sommes ont été allouées à tel ou tel ministère, n'ont pas été allouées. C'est pour cela qu'il faudrait savoir, puisque celui qui a d'abord reçu les fonds, les 180 milliards, c'est très facile de pouvoir, à ce moment-là, c'est une question de comptabilité pour savoir ce que sont devenus ces fonds. C'est pour ça qu'on est en train d'enquêter. Et je dois vous dire que le peuple camerounais ne se laissera pas voler cet argent-là. Ce n'est pas une affaire qu'un parti politique va défendre tel ou tel qui est en train, j'allais dire, le président de la République lui-même l'a dit, ils vont rendre gorge dans le cadre de son discours de mon télé. 180 milliards, c'est quand même beaucoup. Pour l'instant, laissez qu'on commence les enquêtes. Et ces personnes-là vont se savoir. Vous avez également parlé de M. Dabo. Moi, je le connais très bien. Dabo est dans toutes les affaires du Cameroun. Il rentre dans tous les ministères comme si c'était chez lui. Je ne veux pas parler d'un secrétaire général, un président de la République. Maintenant arrêté, il était tous les jours avec lui. Donc c'est quelqu'un qui a des entrées énormes et qui a pris la plupart, et je crois que Sikati l'a dit, des fonds ont été remis à ces sociétés ou à ces filiales qu'il a installées à Hong Kong, puisqu'il était consul honoraire de la Corée. Donc il est dans toutes les affaires, etc. C'est un personnage, je peux vous assurer que si on rentre dans le cadre des affaires qu'on fait, il y a à boire et à manger. Donc je ne voudrais pas ici qu'on ridiculise le président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a demandé, ou le ministre de la communication, qui demande, en vertu de la présomption d'innocence, de laisser les affaires suivre leur cours. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire en sorte que, que les enquêtes ne soient pas faites et que les personnes qui sont responsables ne soient punies. Ne jetez pas des personnes à la vindicte populaire. C'est quelque chose que moi je trouve inacceptable. C'est beaucoup d'argent. On saura demain si tel a su facturer
à détourner l'argent au niveau de l'État, ces personnes-là doivent être arrêtées, ils doivent avoir des enquêtes, on va les mettre sous mandat de dépôt, détention provisoire, et à ce moment-là, on va essayer de trouver des solutions. Aristide Monod, il faut attendre que la justice fasse la lumière sur ces scandales financiers dans le cadre de la gestion de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Êtes-vous d'accord avec la démarche gouvernementale visant à rassurer à la fois les partenaires internationaux et l'opinion publique? Il faut déjà avoir une idée du commanditaire implicite ou informel non officieux de ces enquêtes. S'agit-il de l'État du Cameroun ou tout simplement des bailleurs de fonds? De mon point de vue, il s'agit d'une pression des bailleurs de fonds à un moment où on est en train de commander d'autres petites offres en termes de crédit. Donc, ce n'est pas une émanation ou alors une volonté de l'État du Cameroun de faire la lumière sur la situation. Maintenant, si on voit la chose suivant cette logique, il est clair qu'une fois que l'objectif de raffermissement de la confiance avec les bailleurs de fonds est atteint, forcément on va abandonner l'affaire et passer à autre chose. Et là, je parle sous le contrôle des expériences vécues là, c'est-à-dire qu'on a eu des débuts d'émulation et de manière spontanée, on a perdu les traces en fait de ce qui était engagé comme action de clarification. Moi, je me dis, tout ce qu'on est en train de faire autour de la Covid, ma foi, n'est pas une affaire nouvelle. Il s'agit d'une continuité, il s'agit de quelque chose qui a toujours existé. Et pour moi, je n'ai pas vraiment confiance en cette action, tout simplement parce qu'au niveau de la tête de l'État, il n'y a pas une réelle volonté de lutter contre la prévarication. La preuve en est que depuis 1996, le président de la République n'arrive pas à mettre en application l'article 66. Or, cela aurait permis à l'État de contrôler en fait les enrichissements illicites. On ne sait pas comment des gens s'enrichissent dans ce pays sans transition, c'est-à-dire des pauvres du jour au lendemain deviennent riches sans toutefois qu'on maîtrise des itinéraires d'enrichissement. Et pourtant, l'article 66 aurait permis à pour ce qui est du gouvernement qu'on ait quand même une certaine traçabilité. Et en plus, du point de vue de la morale publique, le Premier ministre aurait tout simplement remis sa démission, c'est-à-dire rendre son tablier, parce que lorsque Maître Pensy dit qu'il s'agit des rumeurs, comment peut-on auditionner des ministres sur la base des rumeurs? Quel est l'élément sur lequel on s'est basé pour auditionner les ministres si, au fond, il n'y a absolument rien? Donc moi, je pense que le fait que le document ne soit pas signé n'invalide pas le fait qu'il existe et le fait qui a été porté à l'attention des institutions. Et sur ce point, pour ce que le Premier ministre rende le tablier, question de permettre à ce que les autres, que les membres de son équipe puissent se mettre à la disposition de la justice, quitte à ce qu'après, il soit réhabilité. Je pense que c'est la meilleure démarche. Maintenant, de manière un peu globale, je pense que ça fortifie davantage l'image du gouvernement présumé détourneur. Donc dans l'esprit des Camerounais, dans la représentation populaire, avec ce autre coup, on a l'impression que dès qu'on est ministre, on est présumé volant, on est présumé bandit, on est présumé détourneur. Et ça ne fait pas bon au niveau de la confiance entre le gouvernant et les gouvernés, ou alors entre les gouvernants et les gouvernés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous dit par exemple que telle personne aura à gérer tel budget, la première chose qui revient à l'esprit du Camerounais, c'est qu'il va voler. Et vous voyez que ça ne fait pas vraiment sérieux. Aujourd'hui, on va dire aux Camerounais, il faut faire confiance, il ne faut pas rentrer en fait dans une situation d'aggravation d'un détournement qui serait encore dans le cadre de la présomption. Mais il faut rappeler que les Camerounais, dans leur esprit, ils ont intériorisé le fait que lorsqu'on est membre du gouvernement, on est pratiquement un voleur, quitte à ce qu'il y ait quand même un démenti, comme le dit un adage du côté du Diamaré, dans le gouvernement, n'est innocent que celui qui n'a pas encore été arrêté. Et les Camerounais sont appelés à faire confiance également au nouveau passeport biométrique. La police parle d'une dématérialisation du processus d'enrôlement en ligne, empêchant l'intervention d'un agent pour manipuler les données, pour réduire les actes de corruption. Système de production des passeports biométriques plus sécurisé, mais le timbre va désormais coûter 110 000 francs CFA. En un mot, Aristide Monod, comment appréciez-vous ces réformes du passeport biométrique dont le timbre va coûter 110 000
mais avec un processus d'enrôlement en ligne visant à limiter les actes de corruption et les manipulations frauduleuses des données. Cédric, je ne suis pas totalement en désaccord avec l'augmentation du coût. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la mise en œuvre, parce que c'est là où nous avons un réel souci. On nous a toujours promis des choses avec des facilités et autres, mais au demeurant, on se rend compte que rien n'est fait. Quelle est la garantie aujourd'hui que ce qui est dit par le gouvernement sera appliqué? On a parlé de la production de la carte nationale d'identité avec le changement d'un nouvel opérateur. Finalement, on s'est rendu compte que la situation n'a pas changé. À ce moment, le Camerounais ne peut être que craintif en disant tout simplement que c'est une autre frappe ou alors c'est une autre occasion d'espolier ou alors d'appauvrir davantage. Or, si la chose était suivie d'une certaine matérialité, donc c'est-à-dire qu'après avoir annoncé quelque chose, on met en pratique ce qu'on a annoncé, 48 heures, on a son passeport, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de débat ou alors de polémique autour de la question. Après vous, Aristide Mono, Edmond Kamdia, passeport biométrique en 48 heures, système de production sécurisé aux normes internationales. Ce sont qu'avance la délégation générale à la sûreté nationale pour justifier ces réformes qui entrent en vigueur dès le 1er juillet 2021. Mais le coût, 110 000 francs CFA pour le timbre de passeport, selon l'ordonnance du président de la République modifiant la loi des finances en 2021. Quelle est votre réaction? J'ai principalement deux réserves. La première réserve, c'est que tout ce qui a été indiqué précédemment concernant la carte nationale d'identité, comme disait Aristide Mono tout à l'heure, en réalité de tout ce qui a été promis. Et certes, au niveau de la qualité de la numérisation, c'est formidable. C'est-à-dire c'est trop beau pour être vrai. La deuxième réserve, c'est le coût. Le coût, 110 000, passer de 75 000 francs à 110 000, c'est très élevé dans un contexte de paupérisation des populations. C'est-à-dire le coût de la vie est suffisamment cher comme ça pour qu'on augmente encore, n'est-ce pas, les frais au niveau des passeports. On peut comprendre qu'en dessous, il y a une volonté réelle de récupérer de l'argent pour l'utiliser, j'en suis certain, dans l'effort de guerre, soit contre Boko Haram, soit dans la guerre dans le Nozo. Mais est-ce qu'il fallait absolument obtenir de l'argent des Camerounais qui sont majoritairement suffisamment pauvres pour pouvoir leur donner ce document important et essentiel pour les déplacements? Je dis non. Après vous, Edmond Kamdia, Maître Désiré Sikati, la qualité de production du document, la célérité des traitements, cela a un coût. Est-ce que ça justifie ces prix? Le timbre du passeport à 110 000 francs CFA, une plus grande sécurité du passeport et moins de fraude dans le processus d'enrôlement. Est-ce que vous y croyez? Mais Cédric nous fait les gens envie de vous dire que les standards des passeports biométriques dans le monde sont les mêmes. Ça veut dire que le passeport biométrique camerounais sera le même que le passeport biométrique sénégalais dont le timbre coûte 20 000 francs. Bon, ce que Edmond a dit, c'est ce que j'allais dire. Le Cameroun essaie de trouver des voies et moyens pour peut-être trouver davantage d'argent pour s'engager dans des fausses guerres. C'est la raison sont les mêmes. Ça veut dire que le passeport biométrique camerounais sera le même que le passeport biométrique sénégalais dont le timbre coûte 20 000 francs. Bon, ce que Edmond a dit, c'est ce que j'allais dire. Le Cameroun essaie de trouver des voies et moyens pour peut-être trouver davantage d'argent pour s'engager dans des fausses guerres. C'est la raison pour laquelle il faut mettre cette pression-là sur les gens. Bon, maintenant, le délai de 48 heures, attendons de voir si ça va se réaliser. Je pense quand même que quand vous regardez un peu, vous faites les statistiques en Afrique, vous allez voir que la moyenne, le coût moyen pour les passeports en Afrique, c'est 35 000. Je disais tout à l'heure que le Sénégal, c'est 20 000 francs. Il ne faut pas que les autorités camerounaises nous donnent l'impression que le passeport biométrique camerounais sera un passeport biométrique international spécial qu'on ne voit pas ailleurs. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, le Sénégal se fournit selon les mêmes canevas que le Cameroun. Ça veut dire qu'ils ont des opérateurs étrangers parce que les seuls grands pays qui fabriquent les passeports, c'est peut-être les pays européens, les pays américains, mais la plupart des pays africains, en dehors de l'Afrique du Sud, se fournissent, ils ont des contrats avec des firmes étrangères pour produire les passeports. Donc je me demande si le Sénégal a une entreprise étrangère qui produit ses passeports et que ça coûte 20 000, maxi 25 000 avec les frais supplémentaires, pourquoi le Cameroun doit être à 110 000 francs alors qu'il y a de cela 10 ans, nous étions à 50 000, on est passé de 50 000 à 75 000, de 75 000 à 110 000.
Donc je pense qu'au lieu de réduire le train de vie de l'État, lutter contre la corruption, parce que quand on voit par exemple ce qui se passe dans la Covid-19, demain quand le FMI va demander de rembourser, on sera obligé de créer des poches de pression fiscale comme ça pour rembourser l'argent que les gens ont volé. Alors qu'il suffit de bien combattre la corruption, réduire le train de vie de l'État et le tour est joué. Après vous, Maître Emmanuel Pincy, vous serez prêt dès le 1er juillet pour le renouvellement de votre passeport à payer au moins 110 000 francs en CFA pour obtenir un nouveau passeport. Vous êtes d'accord avec à la fois ce nouveau timbre fixé à 110 000 francs CFA et vous pensez que ce processus d'enrôlement numérique un peu davantage sécuriser la fabrication et l'élaboration de ce document? Bon, moi, j'ai obtenu mon passeport au mois de septembre de l'année dernière. Il est chanceux. Et j'ai payé, j'étais à Yaoundé 78 000, plus 2 000 francs pour faire les photos. Bon, donc, ça m'a coûté 80 000. Je n'ai pas eu besoin de pression particulière. Je suis revenu 3 mois après et on m'a remis mon passeport. On m'a fait asseoir, on a cherché, on me l'a donné. J'ai eu beaucoup plus de mal à obtenir ma carte d'identité. Je suis allé 3 fois ou 4 fois à Yaoundé. Et vous imaginez le coût quand vous allez à Yaoundé, les frais d'hôtel, etc. Les distances, ça vous revient trop cher. Bon, la deuxième chose, c'est que le Cameroun est quand même beaucoup plus peuplé que le Sénégal. Ça veut donc dire que lorsque vous achetez, plus vous commandez, moins vous avez une facturation. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Hein. On a sensiblement la même population. Je suis en train de dire que c'est moins élevé. Plus vous commandez, la commande est forte. Plus et la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a sensiblement la même population que le Cameroun. Vous n'avez pas suivi. Je suis en train de dire on fera de rabais. Ça veut donc dire qu'on devait faire plutôt des rabais par rapport au Cameroun. Parce que vous êtes toujours ancré. Non, mais expliquez bien aussi. Hein, non, je dis que plus vous commandez, plus vous avez des rabais. Donc ça veut dire que le Cameroun a fait comment? Mais le Cameroun devait rabaisser le prix. Dites-le clairement comme ça. Non, c'est très clair par rapport à la population. Mais cependant, je voudrais quand même dire que combien de Camerounais voyagent avec le passeport. Si c'est pour voyager en Afrique centrale, sauf peut-être en Guinée équatoriale, où ils font n'importe quoi, au Gabon, mais vous allez avec votre carte d'identité. Moi, j'étais au Tchad. Mais il y a des Camerounais très nombreux dans les différents centres d'immigration. Oui. Il y a des étudiants qui souhaitent poursuivre leur cursus académique à l'international. Il y a des Camerounais qui font également des affaires. Dont on ne veut pas à l'étranger. Mais je souhaite, à mon avis, que le prix soit modéré et que je trouve que ce prix-là de 110 000 francs, c'est un peu fort. Mais je voudrais quand même ajouter une chose tout à l'heure, parce que j'ai suivi quelqu'un qui a dit que le Premier ministre doit démissionner. Il ne démissionnera pas. Si vous voulez qu'il démissionne, personne. Ce qui va se passer, c'est qu'on est, juridiquement, on entend les ministres comme témoins. Ils ne sont pas, pour l'instant, comme des personnes qui sont accusées. Donc c'est très différent. Et c'est même dangereux pour eux de se faire entendre comme témoins, parce que lorsque tout à l'heure, on va y avoir, le rapport va arriver, ils vont se retrouver donc comme des personnes qui sont des suspects, qui sont peut-être des accusés, et à ce moment-là, leur situation va être plus difficile. Donc, moi, en ce qui me concerne, je crois dur comme fer qu'il va y avoir des sanctions. La nomination de M. Awala Boudougé comme conseiller du président, puisque ce poste-là était dévolu à M. Foumané Kame, est un signal. Parce qu'il faut lire le Cameroun, les nominations, comme on lit la Pravda. Vous nommez telle personne, c'est parce qu'il veut y avoir telle ou telle chose. Et sur le terrain, il n'y a pas des améliorations. Non, sur le terrain, vous allez avoir des améliorations lorsque vous allez confier à la justice les choses. Si on raisonnait comme ça, avec les différents gouvernements, les choses auront changé depuis. Non, moi je ne peux pas. Il est plus facile. Excuse-moi, il est plus facile d'être membre du gouvernement que d'être conseiller technique à la présidence. Alors, parce que les services spéciaux, actuellement, on ne leur a pas donné suffisamment de moyens. En enquêtant au niveau de la morale des gens, les choses vont changer. Maître Emmanuel Pincy, Maître Sikati, je vous invite à poursuivre ce débat dans la 3e partie de l'émission, juste après avoir tiré le rideau sur droit de réponse. Merci, messieurs Aristide Monod, Maître Désiré Sikati d'avoir participé à ce débat. Merci également à Maître Emmanuel Pincy d'être venu ce dimanche. Merci à Edmond Kambia d'avoir apporté des éclairages sur les questions en débat dans le cadre de l'émission Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.